Et j'aimerais aussi dire, tout le monde dit les US ils ont 5 ans d'avance sur nous, parfois c'est pas forcément vrai. Et là sur les 30 derniers jours, sur le mois d'août, on est au-delà du $1 100 000 de revenus. Parce que tu peux avoir 5 créas qui sont au niveau 2 d'itération et puis ça le ferait quoi. Okay. Donc la reco principale c'est processiser et lever les objections sur le fait d'avoir énormément de créas. On reste rentable sur l'OP total. Génial, et avec des dépenses qui sont assez colossales puisqu'on monte, on fait le calcul, mais globalement jusqu'à 400-500 000 euros de dépenses par mois. Si tu peux avoir des problèmes de spend, donc faut surveiller au jour le jour, faut être assidu. C'est complètement du day trading. Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que je sais à 8 heures si on fait une bonne ou une mauvaise journée. C'est quoi la chose, s'il y en a une, qui a vraiment fait la différence dans ce scaling? L'élément clé pour moi a été de couper le plus rapidement tout ce qui ne fonctionnait pas. Bonjour à tous et bienvenue sur D2C, le podcast des experts du e-commerce. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Malige, qui est Performance Manager chez nous. Et on va vous parler d'un de nos clients qui l'accompagne depuis maintenant quelques mois et qui l'a fait littéralement exploser puisqu'il est passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires généré en seulement 71 jours. Mathieu, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi, Étienne? Très bien, ravi de t'accueillir sur ce podcast. Mathieu, tu es Performance Manager chez Rose depuis maintenant bientôt 1 an. Tu as plusieurs années d'expérience déjà dans le media buying puisque tu as géré des comptes avec pas mal de dépenses. Avant ça, tu as été aussi entrepreneur puisque tu as monté ton propre e-commerce pendant quelques années. Et aujourd'hui, on va parler d'un compte que tu gères chez nous depuis maintenant quelques mois. Pour donner quelques chiffres, un compte qui est passé de $400 à $35 000 de chiffre d'affaires par jour en 8 semaines, qui a atteint son premier million en 71 jours, avec 10 marchés lancés plus un peu moins. Un peu moins. Et on n'est plus à 35, tu n'es pas à jour, on est à plus de 50 aujourd'hui. On est à plus de 50 aujourd'hui, tu vois, ça va tellement vite que je ne suis plus. 50 jours, ça fait quand même fois 30, on est sur 1,5 million en projeté par mois. Ce qui est colossal. On a fait 1 million en 71 jours quand on a lancé le marché français. Ouais. Et là, sur les 30 derniers, c'était en juin, à partir de juin. Et là, sur les 30 derniers jours, sur le mois d'août, on est au-delà du $1 100 000 de revenus. Incroyable. Un MER qui est bon, puisqu'on est autour de 2,5, c'est ça? Un tout petit peu moins. Tout petit peu moins, ok. 3. On reste rentable sur l'OP total. Génial, et avec des dépenses qui sont assez colossales, puisqu'on monte, on fait le calcul, mais globalement jusqu'à 400-500 000 euros de dépenses par mois, ce qui est assez rare. Alors, c'est pas rare sur Meta, c'est rare à cette vitesse, de passer de si peu à autant. La particularité de ce compte, c'est 100% Meta. 100% Meta. Google, c'est uniquement du branding, parce que comme on a plusieurs pays, parfois en SEO, ça peut avoir des petites galères de redirection. Y a une campagne Google qui tourne, mais c'est très peu versus le spend, donc je peux te le dire, 98% sur Meta. Magnifique. Et bref, c'est une vraie machine de guerre. L'objectif de l'épisode, c'est de détailler le process complet, étape par étape. J'ai bien évidemment beaucoup de questions à te poser. Beaucoup de réponses. Je te propose, pour démarrer, de te laisser peut-être te présenter rapidement. Rebonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Du coup, moi, je suis Mathieu Malige. Avant ça, moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'e-commerce depuis fin 2019, début 2020, de la vague Yomi Denzel, dropshipping, tout ça. Où d'ailleurs, j'ai fait mes débuts en dropshipping en 2020. Avec un ami et associé que je salue parce que je sais qu'il va passer par là, et on a fait nos premiers centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sans rentabilité, je préfère le dire, mais du coup exceptionnellement, une expérience exceptionnelle en formation, parce que tu mets les mains dans le cambouis, tu construis tout et du coup tu vois absolument tout. Du coup j'étais en alternance et du coup je me suis complètement réorienté parce que j'étais piqué par l'e-commerce comme tous nos auditeurs. Je me suis réorienté c'était en septembre 2020. Je travaillais chez Ariane Group. Du coup, j'avais un très bon... c'était tout droit, quoi, pour l'école d'ingé et derrière, le bon salaire, tout ça, tout ce qui y vaut. Mais sauf que c'est pas ma passion. Du coup, j'ai décidé de me réorienter et ça s'est très bien passé avec une première expérience en alternance chez... je peux dire les noms des marques ?
Si tu veux. Chez Wopilo, parce que j'ai peut-être mon ancien tuteur, Tom Hervé, qui regarde et chez qui j'ai globalement tout appris, en vrai de vrai, parce qu'il y a des techniques que j'utilise aujourd'hui, que j'avais vues à l'époque. Du coup, le gars est quand même très très bon. Je te fais un petit clin d'œil parce que merci pour cette expérience. On salue également Florian Deveau, qui est passé sur ce podcast. Et qui nous a aidé d'ailleurs dans la prochaine marque que j'ai aidé au départ gratuit, c'était la marque d'un ami. Et au final, on s'est associés par la suite. Du coup, première fois que j'étais à temps complet sur une marque, temps complet de jour comme de nuit du coup. Et c'était très enrichissant aussi parce que t'es tout seul, tu retrouves un peu les vibes de ce qu'on faisait avec mon premier associé en 2020. Là, on est 3 ans plus tard déjà. Et du coup, on a fait pas mal de beaux jalons, premier million, des éléments comme ça, qui étaient plutôt efficaces. Mais après, on a eu comment on dit ? On a eu un différent d'un point de vue associatif. Du coup, ça l'a plus fait. Et du coup, moi, j'ai toujours voulu travailler avec ce cher Étienne Garcia qui me reçoit aujourd'hui, que j'avais eu en R1 d'ailleurs quand j'étais dans cette marque-là. Oui. Et j'ai postulé qu'à une seule entreprise, du coup, All-in. Et du coup, on est là aujourd'hui, 1 an plus tard. I guess it worked. Donc voilà, pour la petite remise en introduction. Génial. Donc, gros XP quand même en e-com. Initialement, je me souviens quand tu nous as rejoint, il y avait, donc le niveau était assez bon en e-com. Il a encore monté d'un cran parce que t'as surtout c'est aussi une des raisons qui fait que ça marche aussi bien avec tes clients, c'est que tu as une expertise qui va bien au-delà de juste la partie média pure et dure. Tu maîtrises les ads, tu maîtrises la créa, mais tu as aussi tout un volet et un pan sur la partie CRM, CRO, connaissance pure de ce que c'est qu'un e-com, parce que tu as vu tous les autres aspects, supply, produits, ce genre de choses. Mais également un petit côté tech sur la partie automatisation et tout. Bref, donc un profil assez complet qui aujourd'hui fait des étincelles. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor en 1 minute de ce client? Si tu peux nous parler un peu du profil du client, sans citer le nom, tu vois, quel type de produit, donc quel vertical, quelle catégorie, un peu le setup de départ, tu vois, c'était quoi les contraintes, c'est quoi l'objectif, de quoi on part en gros? On part d'une marque qui a déjà des fondateurs qui sont très doués, que ça soit dans la gestion méta, que ça soit sur le site ou d'expérience de manière générale en e-commerce. Donc déjà, c'est challengeant en tant que consultant quand on a ce genre de profil en face, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement exigeantes, qui visent absolument la rentabilité au day by day, tous les jours. Donc tous les jours il n'y a plus de pas de passé, tous les jours est un nouveau jour et on doit faire le max de cash sur un jour. Donc très exigeant, très demandant, très challengeant. Niveau produit, on est sur une marque qui fait du textile pour femmes. Et voilà, tout ce que je peux en dire. Donc l'objectif quand le client rentre chez nous, c'est comme beaucoup de marques avec qui on bosse, c'est de scaler. Il y a un target de CA, il y a un objectif de rentabilité. Qu'est-ce qui se pose un peu comme contexte de départ? Au début, on avait des objectifs surtout lui voulait me tester. Ou jusqu'où je pouvais aller, comment gérer les comptes, comment j'attribuais les budgets, comment je testais les créas. On va parler, ça va être un gros sujet. Également un sujet sur l'international, parce que lui à la base il était sur le Québec, pas Canada, juste Québec. Et du coup on a eu ce sujet d'expansion, exactement, merci. Gros sujet sur ce client-là qui puisait. Donc du coup, me tester aussi avant tout comment je voyais l'ouverture de nouveaux marchés, qui est un très très gros sujet sur ce client. Et surtout d'un point de vue objectif, on suivait... non, on est au ROAS, mais en vrai de vrai, on prend le revenu Shopify et on divise la spend. On l'appelle ROAS, mais c'est MER, quoi. Ok. ROAS blended pour les intimes. Pas trop de blended du coup, vu qu'on est quasiment que méta. Oui, mais là, on commence à se développer un peu dans les régies un peu exotiques. Il te fixe une target de chiffre d'affaires, de spend, où tu te dis tant que c'est bon en termes de métriques, on continue à avancer? C'est plus... j'ai 2 éléments que je regarde. J'ai un problème de riche. C'est que je dois pas trop dépenser.
Dans le sens où là, en France, principalement, on a une zone de dépenses qui est aux alentours des 20 000 $ par jour, où on ne peut pas aller plus loin, sinon on va essorer l'audience pour la fin d'année. Parce qu'on peut avoir en France 500 000 clients maximum, je dirais. Okay. Donc vaut mieux les avoir maintenant à 25 $ par achat, ou dans 2 mois à 15 $, 10 $ en fonction de comment on va anticiper le truc. Okay. Donc il y a ce sujet-là. Gestion, allocation des budgets. Exactement. Oui. Et je m'en souviens plus de la question au départ. C'était l'objectif que tu avais initial. Donc ne pas aller trop fort sur les marchés. Ouais. Premier objectif. Avoir on s'est dit l'objectif c'était 10 000 $ d'ad spend par pays. Avec un ROS à le maximum possible, mais on vise 2,2. Pour être ROS, donc MER, okay. 2,2. Donc chiffre d'affaires, pour ceux qui nous écoutent, chiffre d'affaires divisé par ad spend. Exactement. Ok, et aujourd'hui on traîne à combien si on donne des chiffres là, par exemple, tu disais 50K day, c'est ça? C'est ça. Ça fait ce week-end qu'on les a passés, on a fait 3-4 jours je crois. Ok. Et ça a été, c'est la courbe de croissance quand tu regardes le Shopify, ou les courbes qu'on a avec les outils d'analytics, c'est tout droit depuis le 1er août. Ça ne s'arrête pas. À chaque fois, parce que comme j'ai une logique de scaling, on va en parler après, qui est très linéaire. Là, on a atteint le plafond et ensuite, on va rescale pour la fin d'année. Donc, d'un point de vue croissance, on est au début août à 20 000 $ dans ces eaux-là. Par jour. Et là, on oscille entre 40, 53, ça dépend. On fait beaucoup de chiffres le week-end, un peu moins en début de semaine. Et ça, du coup, en spend méta, tu divises par 2,5, c'est ça? C'est ça. Exemple, quand on fait 53, je crois, samedi, si je dis pas, ou dimanche, si je ne dis pas de bêtises, pardon, on dépense 24. 24, ok. Entre 20 et 24. C'est solide. Surtout que moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce scale, déjà bravo, parce que c'est une perf qui est assez historique, mais c'est la vélocité. En fait, c'est monté très très vite. Pour rappel, ça fait 3 mois qu'on bosse avec, bientôt 3 mois. On les a pris. Moi, j'ai comme indicateur de départ le 8 juin. On les a signés avant. Juillet, août, oui, donc on va bientôt faire 3 mois là. Et en fait, le 8 juin, c'est là où tout a pété, quoi. Ouais. C'est parce qu'on a eu une phase du premier qu'on va parler après, du 1er au 8 qui a été du test de marché sur la France. Mais on avait le Canada aussi qu'il fallait aussi travailler. Mais le vrai départ de la collaboration, et là où ça a vraiment fonctionné quand tu regardes les courbes, tout simplement, c'est le 8 juin. 8 juin, ok. Et on tourne l'épisode au 3 septembre. Ok, bah écoute, très bien, merci pour ce petit décor initial. Je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, si ça te va, on découpe l'épisode en plusieurs parties pour que ce soit clair pour les auditeurs. Plusieurs phases plutôt, qui correspondent peu ou prou à chronologiquement ce qui s'est passé, même si c'est jamais aussi simple que ça, et c'est pas aussi hermétique que ce qu'on voudrait. Première phase, les fondations, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé au départ. Ensuite, le testing créa. Gros volet. Ensuite, la troisième phase sur le scaling, et le scaling agressif surtout. Ça m'intéresse de creuser sur comment tu as fait pour... quelle est ta méthode de scaling, ta structure de campagne, comment tu gères les budgets au quotidien, ce genre de choses. Et quatrième phase, l'expansion marché. Donc toute la partie internationale. Il y aura des petites questions à la fin si on a le temps sur tout ce qui est structuration, arbitrage, tes enseignements, tout ça. Mais déjà, ça nous fait un beau programme. Ça te va si on démarre c'est ce qui ça. est écrit. Au pire, je change tout donc de suite. C'est parti. La trame. Alors, let's go. Par quoi tu commences déjà? Ok, donc tu démarres avec le client, tu as les objectifs, il faut que tu gères les budgets, pas 3 pieds sur les marchés, tu as un objectif de rentabilité maximale. Par quoi tu commences? Ta carte blanche, c'est quoi tes premières étapes? Tu reprends le compte, tu fais quoi? Dans un premier... Je regarde déjà le setup du compte. Est-ce que les allocations budgétaires sont bien faites? On parle souvent de 70-30, 80-20 entre acquisition et retargeting. On parle aussi dans ta question de retargeting, est-ce que c'est les bonnes audiences? Il y a aussi un élément que moi j'utilise beaucoup, c'est les audiences segment dans le paramétrage de méta. C'est très précis. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais ce qui permet de voir dans tes campagnes méta, tes breakdowns de qui tu cibles vraiment. Il y a aussi de donner le maximum de données à méta pour les algos.
Donc il y a un sujet de reparamétrage de tous ces éléments-là, de réallocation budgétaire au départ, parce qu'il y avait quasiment très peu de retargeting qui a été fait. C'était juste une audience visiteur classique qui était mise dans ce retargeting-là. Je me projette parce que ça va tellement vite que j'ai oublié ce que j'ai fait en juin. Ouais. Et il y avait aussi un sujet de... comme ça faisait 3 mois qu'ils tournaient sur le Québec, Québec est un marché qui n'est pas énorme. Il y a 7 millions de francophones. Après, tu divises, tu fais le TAM, SAM, SOM sur notre produit classique. Et tu vois que tu as un marché admissible qui est très faible, entre guillemets. Donc, t'as vite à t'exporter. T'as quelques millions de personnes, quoi. Et donc, du coup, moi, quand je lance des campagnes ou des éléments, mes créas que j'ai lancés directement, ça a tout de suite pris parce que je faisais quasiment du retargeting dans mon acquisition, finalement. Donc, il fallait faire du retargeting bien, et il fallait bien tester les créas, et surtout, le sujet était l'allocation budgétaire dans les campagnes de scaling. Parce qu'il y en avait 2. Il y avait après, ça va être... On va mettre des bâtons dans les roues, ce qu'on va dire plus tard, parce que je vais le redire. Mais si je dois te résumer en 3 points, paramétrage, allocation budgétaire, et revoir un peu comment étaient testés et scaler les créas. Donc au début, tu fais que... donc tu te concentres sur le marché canadien initial, ok, yep. Donc canadien. Québécois, donc tu remets un peu d'ordre dans le compte, comme tu dis, tu réajustes la structure de compte, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu te dis, ok, là, donc très bien, j'ai mon premier marché, je commence à avancer. Tu te projettes, j'imagine, sur il va falloir que j'ouvre d'autres marchés, il va falloir que je me développe, etc. Est-ce que tu te dis, pour que ça tienne, il faut que je mette des fondamentaux en place, je sais pas, du tracking, des dashboards, du suivi, qui vont te permettre derrière d'aller plus loin? Est-ce que dans cette phase-là, rentres un peu les fondamentaux? Tu repasses sur le tracking, tu repasses sur... C'est surtout quand la question de s'expandre arrive, va falloir suivre le profit par pays. Va falloir suivre des éléments que tu peux pas forcément suivre sur Triple Whale ou sur Lifetime ou d'autres outils comme ça. Okay. Nous, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un marché est égal un Shopify. Okay. Et un Shopify, par exemple, pour l'Europe, on a un Shopify français, mais c'est le même pour Belgique et Luxembourg parce qu'ils ont l'habitude de payer en euros et qu'ils sont en langue française. Ouais. Canadien, c'est uniquement dollar canadien. Et sinon, il n'y a pas de... Par exemple, les URL, c'est que des URL natifs, .fr, .ca, okay. .co, .uk, etc. Donc ça, il y a ce sujet-là. Et quand on rentre dans le détail par Shopify, tu as des outils spécifiques. On nomme les outils? Tu peux. Nous, ce qu'on aime bien utiliser, c'est Polar Analytics. Parce que dedans, on a mis... Je crois qu'on a quasiment toute la donnée qui remonte avec... on pourrait aller à nous inclure, nous, dans le prix, etc., dans la profitabilité que moi je vise. Mais on a décidé de ne pas le faire parce que le client me disait, quand c'est moi qui configurais ça avec lui, il me disait que c'était pas forcément nécessaire d'aller à ce niveau-là. Et du coup, moi, je pouvais avoir la profitabilité dans cet outil-là que je pouvais suivre au jour le jour, et notamment un indicateur qu'on suit énormément, c'est le POS, que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans l'intro. Et le réel objectif que moi j'ai, c'est 50% de POS. POS, Profit on Ad Spend. Exactement. C'est si je dépense $10 000 demain, combien j'ai de revenus nets derrière gérés en bénéfice. Donc en gros, pour comprendre le calcul qu'il y a derrière, c'est tu prends le chiffre d'affaires généré, tu retires les coûts, donc COGS, en gros, donc coûts liés à production, expédition, livraison, logistique, tout ça. PSP, les précédents de paiement. Précédents de paiement, donc tout ce qui est coût variable en fait. Ça. Tu retires l'ad spend. Oui. Et charge fixe. Non, l'ad spend, dans le calcul du POS, pardon, c'est... tu mets de ton divises, ok, pardon. Donc tu retires. T'as le calcul, t'as juste la spend et le calcul du profit. Et dans le profit, tu divises la spend. Très bien. Tu soustrais la spend, pardon. Okay. Et ensuite, tu as, tu fais juste ton profit, ton ad spend, et combien en pourcentage de ce que tu dépenses te génère du cash. Très bien. Si vous n'avez pas compris le détail de la formule, dites-le, on vous mettra le calcul dans la formule dans les commentaires. Ok. Donc structuration, si on reprend, donc initialement tu prends le marché québécois, tu remets un peu d'ordre là-dedans, tu dis ok, là j'ai une petite audience, je vais commencer à faire assez facilement de la perf, etc.
tu anticipes le fait que potentiellement tu vas avoir d'autres marchés. Donc là, tu structures d'un point de vue data Polar Analytics. Donc tu recommandes qui permet d'agglomérer, d'avoir des divisions par pays, etc. Le choix de Shopify, un Shopify par pays, ça c'est quelque chose qui est intuitif, que tu recommandes. Pourquoi ? En fait, il y a un élément qui est assez... quand tu fais du multi-pays qui te bloque. Imagine, tu n'as qu'un Shopify, tu fais du multi-pays, ton Shopify de base est en France. Si tu te connectes avec ton IP aux États-Unis, enfin des États-Unis vers la France, tu auras une pop-up qui va te dire change de marché, quoi. Ou du moins mets les prix dans ta currency, tout ça. Okay. Je vais pas faire de leçons, mais plus tu vas ajouter d'actions à faire, moins tu auras de taux de conversion in fine. Sachant que nous on fait que la redirection page produit. Quasiment que ce qui veut dire que tu vas rajouter, je crois que c'est 2 ou 3 clics cette pop-up là, si tu la skip pas, enfin si tu la fermes pas, tu as 2 ou 3 clics à ajouter, tu perds derrière ton taux de conversion il va exploser, enfin il va faire l'inverse d'exploser, il va chuter, quoi, ouais. Il va chuter, donc c'est pour ça qu'on souhaite avoir un seul Shopify. Après je pense, on a intégré Shopify Plus mi-août. Après ça c'est des sujets que moi je règle moins, enfin que je pilote et que je dis que ce serait bien d'avoir un seul Shopify. Mais si on a toujours cette pop-up là, en réalité, au lieu d'avoir 4, 5, 6% de taux de conversion en fonction des pays, on va diviser par 30, 40% de taux de conversion. Ouais. Et là derrière, mécaniquement, le profit est super. 5-6% de taux de conversion avec full acquisition payante, c'est solide. Ouais, même, panier moyen, tu as un ordre d'idée Panier moyen, je l'ai plus en tête, c'est une quarantaine d'euros, il me semble. 40 €, ok. C'est un indicateur que je regarde moins. Tu regardes le CAC plutôt non, juste le POS en fait. Ouais, je fous le POS, je regarde les montants dépensés. Renta quotidienne, quoi, très bien. Le client, il m'a vachement formaté, il m'a dit... POS, tu dois avoir 50% daily. Un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est ça, on s'est fixé ça milieu août, ouais. Où on monitorait au POS. Et tu le vois dans la courbe, quand j'ai commencé à monitorer au POS, début août, on faisait de plus en plus de chiffres, mais de moins en moins de POS. Donc ton profit, finalement, il est lisse. Oui, parce qu'il y a un sujet aussi, c'est que pour faire du chiffre, c'est bien. Mais demain, tout le monde double son budget, va faire plus de chiffres, mais ton profit, il va être un peu... Ce qui t'intéresse, c'est le profit en valeur absolue. Ah là, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, milieu août, on prend cette décision de piloter au POS de 1 day by day. Moi, je le note weekly avec le client, mais moi, je le pilote day by day. Je l'ai même sur ma montre. Premier degré, j'ai le vente totale. Je sais si le matin, je peux augmenter mes budgets pour faire des trucs. Enfin, bref. Disclaimer, tous les performance managers chez Rose ne font pas ça avec leurs clients. Mais... Et du coup, je suis comme ça. Avec le client, c'est de base weekly. Mais ça, moi, chaque nouvelle journée est un nouveau défi pour aller chercher le meilleur POS. Ok. Donc ultra clair. Est-ce que initialement tu te poses un peu sur les... Vu que tu sais que tu vas partir sur un scale qui est assez agressif assez rapidement, j'imagine, et on va voir après à quel moment tu te dis ok c'est bon, on passe à la prochaine étape, mais est-ce qu'il y a d'autres points que tu checkes où tu te dis ok, toutes les fondations, il faut que je sois sûr que ce soit super robuste. Est-ce que tu vas te dire ok, je vais checker par exemple la landing page, le CRO, est-ce que tu travailles l'offre, est-ce que tu as des cases comme ça que tu coches en te disant je veux être ready pour pouvoir scaler très fort. Donc là on est plus sur le lancement du marché. On est sur les fondations avant même de lancer les autres marchés, tu vois. Ou sur les lancements de marché, peut-être que tu fais du testing par marché. La meilleure manière que je peux, parce que une fois qu'on a lancé le marché, on touche plus trop les pricing, les offres. En amont plutôt. Donc c'est plutôt en amont de lancer. Nous ce qu'on fait, c'est on va prendre les meilleurs créas d'un pays. Si c'est dans la même langue, on peut directement les envoyer. Imagine si on va du Québec à la France, c'est moins compliqué de faire ce sens-là que d'aller de la France au Royaume-Uni. Parce que ta créa est dans la langue française. Bien sûr. Donc elle est compréhensible dans la plupart des marchés. Donc on fait déjà ce premier élément-là, on envoie un premier trafic. L'objectif quand tu fais ces éléments-là, t'as pas beaucoup d'ad spend, t'as 50, $100 et $150 maximum par jour d'ad spend. Par contre, t'as un trafic qui est tous les jours de la même qualité. Donc c'est important. Pourquoi avoir un trafic de la même qualité ? Imagine si tu fais ça avec 5 créas et que derrière tu souhaites tester ton offre, tu souhaites tester ton prix
ou tes éléments, si c'est pas le même trafic, c'est la créa ou c'est ton site qui vient fonctionner. Donc, nous, on envoyait du trafic et après, le client, c'était pas à ma charge. Modifier le tarif tous les jours. Enfin, on fait un jour d'ad spend. Après, on fait un jour d'ad spend, on fait les modifications, on regarde les revenus, les ROAS, les éléments, les KPI de ces modifications-là et on ajuste. Les éléments qu'on regardait, c'était dans un premier temps, tu regardes ton taux de conversion. Donc, tu as prévu plusieurs étapes. C'est ton tunnel. Déjà, au niveau de ta créa, tu testes ton CPM et les indicateurs du marché. Le coût de ton trafic. Dans un deuxième temps, une fois que ton trafic est arrivé sur ton site, tu vas tester comment ce trafic interagit avec ton site. C'est les fameux taux d'ajout au panier, le taux d'initial checkout et ton taux de conversion. Dans un premier temps, ce que tu veux, c'est tester ton site, ton offre, tes éléments. Donc, tu vas venir uniquement toucher à ton site. J'ai trop loin dans l'explication. Non, c'est intéressant, vas-y. Du coup, nous, là où on jouait le plus, c'était pas trop sur le design du site ou l'optimisation du site dans le CRO, mais plus dans le pricing par pays et l'offre qui y était. Okay. Forcément, le pricing, du coup, le prix du produit, le prix d'un client en TTC que va payer les clients, redite. Et l'offre, c'est ce que tu peux jouer sur le panier moyen. Ça peut être 50% sur le deuxième, ça peut être 60% sur le deuxième. La manière de la présenter, quoi. Exactement. Et l'idée, c'est que sur 5 jours, tu auras un jour avec, 49,90 comme prix. Tu changes que ça. Deuxième jour, tu changes un autre truc en fonction des données que tu as eues. Et au fur et à mesure, tu vas voir que le trafic de ta même créa va avoir des perfs complètement en dents de scie. Mais c'est ce que tu veux pour savoir ce qui fonctionne. Ok. Et c'est comme ça que tu valides dans un marché. Tu as la première équation du coût du trafic et la deuxième équation de la rentabilité de ce trafic in fine. Ok. Et je crois que j'ai tout dit. Donc tu as quand même une phase qui est une phase importante pour valider en gros si globalement ton équation économique est bonne. Donc ce que tu dis, c'est que toi tu prends, j'essaie de synthétiser, c'est tu prends des créas qui sont déjà validés dans un autre marché, donc tu sais que les créas fonctionnent et apportent du trafic qualifié. Tu les mets dans un pays autre. Donc ce trafic, tu t'enlèves cette variable de dire je vais pas tester les créas parce que je sais qu'elles fonctionnent. Et derrière, tu fais varier par contre le prix et l'offre. Et une fois que tu as trouvé celle qui convertit le mieux et qui arrive à te générer la meilleure équation économique, tu te dis ok, c'est bon, let's go, on peut scaler. C'est ça. C'est ça, ok. Et donc ça, c'est un truc que tu systématises à chaque ouverture de marché. Dès qu'on ouvre un marché, on fait ça. À chaque fois, c'est la même histoire. Dans le cas où c'est par exemple français UK ou français Allemagne et Royaume-Uni, c'est de la traduction d'IA sur les créas. Ouais, on prend les meilleures créas, on les traduit en IA et attention sur la traduction d'IA, vérifiez bien que le labial n'est pas choquant. Labial, c'est quand le lip sync, c'est ça. Exactement, c'est comment bougent les lèvres en fonction de l'audio. Et aussi sur l'audio, parce que parfois tu peux avoir des hallucinations et l'audio peut accélérer au milieu de la créa ou alors avoir un son qui s'étouffe. Donc vaut mieux vraiment bosser sur les Eleven Labs par exemple. J'ai demandé des noms. Et j'ai plus l'IA qui fait le labial. C'est Rask, non je crois, ouais. Rask.ia, de mémoire. Sur ces éléments-là. Et derrière, ça peut te donner une créa. Alors ces créas-là scale difficilement. Mais par contre, tu peux complètement reproduire ce qu'on disait, tester les CPM, tester les CPC. Enfin, CPC, c'est en équation avec le CTR, donc tu as créé in fine. Mais le coût du CPM est important. Et tu peux tester ton site derrière et faire tes optis. Ok. Ultra intéressant. Donc, il y a quand même un protocole de testing. Donc, tu as eu une phase initiale du pose les blocs pour toute la structure du client. Et après, par marché, tu as une sorte de petit protocole de... Je passe par une phase de testing et de validation du marché. C'est ça. Et il y en a il y a des marchés que vous... Bon, on rentre déjà dans la partie internationale. Mais ça m'intéresse. Il y a des marchés que vous cutez. Là, actuellement, Canada. Ça n'a pas marché en cut. Canada, on a quasiment plus rien qui tourne. Okay. On a quelques ad spend en retargeting. Parce que moins rentable que les autres marchés. Parce que le marché est essoré. Pendant que la France prenait avait des performances exceptionnelles, le marché canadien était moins visé parce qu'on avait des performances en dents de scie.
D'anti, du coup, pas les bonnes, comme le testing de site, vraiment les d'anti que t'as pas envie d'avoir. Les grosses dentilles, quoi. Des grosses dentilles. Et du coup, c'était même un réflexe humain. Le client et moi, on n'a plus parlé. Et on l'a juste utilisé pour tester des nouveaux produits qu'on allait ajouter, des éléments comme ça. C'est d'autres choses. Et à quel moment tu te dis, du coup, donc on est toujours dans la phase un peu préliminaire avant de scaler fort, justement, à quel moment tu te dis, ok, c'est bon, on peut passer à la prochaine étape. Genre là, let's go, on peut appuyer. Au moment où tu envoies une créa qui est spécifique pour ce marché-là, et que tu as 5 de ROS direct plateforme, quoi. Et là, tu te dis, tu te dis, let's go. Alors, ça m'intéresse de faire pour qu'on comprenne bien justement, parce que tu as quand même cette phase de testing créa qui est ultra importante. On parlera après de la partie scaling, donc justement comment tu fais pour monter tes budgets progressivement, ce genre de choses, la structure de compte, tout ça. Donc plutôt media buying, ça. Mais sur le testing, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthode de testing? Comment vous faites pour tester les créas globalement? Il n'y en a pas 36. Moi, j'en ai utilisé que... Enfin, je peux même parler du test au scaling, sur la durée de vie d'une créa. Ouais, vas-y. Au début, nous, les créas qu'on a, elles sont... Enfin, tu as un concept et tu as des hooks différents pour toutes les créas, ou des variations différentes pour les statiques. Du coup, tu as deux voies qui te portent à toi. T'as 2 éléments, soit tu fais du one ad set one ad classique, soit tu fais du one concept one ad, donc ta créa et t'as une seule créa et tu mets t'as un concept et tu mets tes 3 créas dans ton ad set. Un concept, un ad set, tu mets tes créas dedans. Attention à ça, parce que si t'as trop de variantes, ça sert à rien d'avoir plus de 3, 4, 5 créas maximum dans un ad set, parce que le budget dans tous les cas il va être sur 2-3 créas max. 80% du budget va partir sur 2 créas, et in fine tu vas juste tester 2 créas. Donc pour ça que au tout début, moi c'était one ad set one ad obligatoire, même sur les statiques. Du coup, comment tu gères tes uploads, faut être solide mentalement et avoir ce que j'appelle des musiques d'upload, parce qu'il va falloir aller vite. Si vous voulez, venez en DM, je vous partage ma playlist des musiques d'upload, mais c'est assez violent. One ad set, one ad, c'est donc un ad set, donc un ensemble de publicités dans Meta. C'est ça. Et tu mets une seule créa en face. C'est ça. Et en gros, donc tu paramètres le budget à la mano, c'est ça. Tu te dis, je veux pas qu'elle dépense plus de X. C'est ça. Et à la fin, tu te dis, oui, non, ça marche. Ouais, c'est ça. Pour faire simple, en 3 jours, je laisse une durée de vie de 2 à 3 jours. De 1 à 3 jours. Ça dépend. Ce que je regarde sur mon testing, c'est dans un premier temps, sur les $30, les 30 premiers dollars dépensés. Ok, c'est quoi, comment interagit le trafic, c'est quoi les coûts par ajout au panier, c'est quoi les CTR, les CPC, mécaniquement, et le ROS et coûts par achat aussi. Et moi, je peux déjà avoir ici, si je vois une créa, elle a dépensé $30, elle a eu un ajout au panier ou pas d'ajout au panier. Généralement, ça sert à rien. Sachant qu'on teste énormément, je le redire, énormément de créas. Énormément. Si je laisse 100 créas spend $30 par jour pendant 3 jours et qu'elles n'ont pas de résultats, mon POS ne tient pas, quoi. J'allais justement y venir. Donc cette technique de testing qui est assez discutée. Il y en a qui disent que l'algo, tu peux lui donner, il trouve la meilleure créa. Moi, je suis assez, c'est un peu la méthode rose aussi. Je suis assez partisan du one ad set one ad. Curieux de savoir pourquoi ce choix. À ton sens, c'est quoi les avantages? Je pense que tu as testé pas mal de types de testing différents. Et la question qui est avec, c'est il n'y a pas un risque justement d'overspend, de te dire si je force quand même, imagine j'upload 100 créa, je mets $30 par créa, 30 fois 100, ça fait quand même $3,000, tu vois, qui sont envoyés juste dans du testing. C'est quoi un peu ton avis là-dessus? J'envoie jamais 100 créa d'un coup en testing. Le max que j'ai fait, je crois, c'était 35. Quand j'ai 100 créas sous la main, je fais 33. Okay. Ou quelque chose de similaire, 40. Et je sais quels sont les créas que j'ai pas lancés. Pour justement pas trop surspend, parce qu'on ne doit pas non plus trop spend sur ce marché-là, en France. Sinon,
Il y a forcément des biais, de toute façon, quand tu testes des créas. À ces niveaux-là de spend, je crois qu'en août, j'avais regardé, on a 6 ou 7 millions de comptes touchés. En France. En France. Donc forcément, quand tu vas tester une créa, est-ce qu'elle a déjà vu tes pubs? Il y a de grandes chances que oui. L'autre, il y a de grandes chances que oui, mais au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Si je laisse trop de chance à des éléments, moi, s'il n'y a pas de profitabilité, je la passe pas en scaling. Et dans ma durée de vie d'après, je les passe du coup celles qui ont mes bons indicateurs, trafic qualifié, le bon coût par achat, les bons ROAS, je les passe directement dans une campagne scaling classique, où à l'intérieur j'ai une quarantaine d'ad actives qui est à 10 000 $ par jour, je crois. Elle, c'est que les top créas qui sont dedans. Que les top créas. Okay. À l'intérieur, moi, je pilote. Là où, en testing, je regarde le ROAS plateforme, qui n'est pas forcément conseillé, mais on n'a pas de problème de tracking. Je regarde si c'est au-dessus d'un 3, je laisse dans ma testing. Justement pour laisser un peu plus de chance. Je sais que je peux perdre un peu de profit ici. Pour avoir plus de chance, parce que si j'ai une bonne créa et que je la teste mal, derrière ça peut voilà. Et dans ma scaling, là par contre c'est 1,7 que je me fixe. Si c'est en dessous d'1,7, je coupe. D'ailleurs, mention spéciale à certaines de nos créas qui ont eu des centaines de milliers d'euros d'ad spend et que tu as dû couper 2 mois ou 3 mois plus tard. La créa, elle a fait ton compte, tu dois la couper, t'es là en mode vas-y. T'as une petite larme à l'œil, mais bon, après ça reprend bien avec parce que comme t'as pas mal de créa, bah, ça reprend bien. Et aussi un élément, c'est que là où on fait le plus de profitabilité, c'est avec le whitelisting, et c'est l'étape d'après la créa. Si elle fonctionne bien en scaling, je l'envoie dans les différents médias. Et voilà. Ça représente quoi à peu près le nombre d'assets lancés par nombre de créas par semaine? Il y a combien de semaines en août? 4. 4, ouais. Il y a 30 jours en août. 30 jours, ouais. Bah, 750 créas en août. Ouais. Divisé par 30. 7, ça fait 23, 6, c'est plus de 20, 20. Ça fait une vingtaine par jour, ouais. 20, 25 par jour. Ça fait 25 exactement par jour. Donc ça teste beaucoup. Alors, il y a pas mal de statiques, il y a pas mal d'itérations. Donc forcément que ce chiffre peut paraître très élevé. Notamment, il y a des statiques qui ont une vingtaine d'itérations. Et elles sont pas testées en one ad, c'est one ad, entendons-nous. Généralement, les statiques sont à destination du retargeting. Et sont à destination d'eux, très important. On les pense retargeting. Et moi, mes meilleures statiques, je les intègre dans ma scaling. Donc quand tu dis vous les pensez retargeting, c'est-à-dire tu as des créas qui sont dédiés. Donc dans tes bases de production de créa, on y viendra après sur le type de créa que vous produisez, mais tu as des créas qui sont dédiés pour le retargeting et des créas qui sont dédiés pour l'acquisition. Tu structures par en gros top funnel, middle funnel, bottom funnel, ça. C'est ça. Okay. Après, forcément, ça c'est ce que toi, humain, tu dis, mais l'algo va le comprendre d'une autre chose. Bien sûr. Le sujet, c'est surtout pourquoi j'ai essayé de tester sur mes créas que j'avais en acquisition. Il y en a qui fonctionnent bien, mais moi, ce que j'appelle le win rate de tes créas, le win rate, c'est le rapport entre le créa que tu envoies en testing et le créa qui passe en scaling. C'est un pourcentage. Et les plus élevés sur des vidéos que sur des statiques. Ok, intéressant. Donc, sur ce compte ou de manière générale? Sur ce compte. Okay. Je vais dire sur ce compte. Comme on est dans ce cas-là, je vais exclure les autres. Je vais éviter de manière générale. Donc pour ça que les meilleurs concepts statiques, je les envoie en acquisition dans ma testing pour voir ce que ça donne. Faut savoir que c'est un peu moi, une seule créa, le lendemain, elle peut avoir 3-4 000 $ de spend. Donc si j'ai une bonne créa, elle peut changer la tête de mon Polar Analytics derrière. Donc c'est important de trouver les bonnes créas qui fonctionnent sur le compte. Et pourquoi j'intègre mes statiques retargeting dans ma scaling? Parce qu'on a de la répétition, la scaling. Donc du coup, il faut prévoir. Ça, c'est mon avis. Je pense que de base, cette scaling avec ta répétition fait du retargeting. Donc avoir une petite base de statiques, penser MOFU, au moment moi où j'ai intégré ces statiques-là dans le compte, où je me suis dit, faut que là, c'était au moment d'ailleurs où on parlait du POS et qu'on devait avoir une meilleure rentabilité sur le compte.
J'intègre au départ 5 ou 6 créas qui me pensaient bonnes. Et il y en a une qui prend genre 2,4, 2,5, 2,6 de ROS d'un coup. Le lendemain, genre la tête du compte, n'avait plus rien à voir. Et du coup, moi, j'ai toujours cet élément-là où mes meilleurs créas retargeting, je les intègre pas tous parce que j'ai 50 ads maximum. Donc, j'ai un roulement. Et du coup, moi, je me dis que comme tu peux pas forcément savoir quelle est la créa de premier affichage dans cette campagne-là, je prévois la campagne j'ai mon contenu d'acquisition vidéo, réponse et tofu, et j'ai mon contenu très mofu-bofu de statique d'activation de cette audience-là. C'est du retargeting dans l'acquisition. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, comme à ces niveaux-là de dépenses, ta répétition. Il y a de l'overlap, quoi. Au début, j'avais 1, 2, 1, 3, le classique acquisition. Là, j'ai des 3, 4. Là, je pense, j'ai même des cases. J'ai même. Là, il y a le sujet du call trafic. Le call, pas le call où tu exclus absolument tout, tes vidéos vues, tout. Qui va arriver pour avoir des nouvelles personnes avec un moindre budget, évidemment. Mais surtout que si ta campagne de. Après, il y a plein de. Là, c'est limite un débat. Si ta campagne de scaling devient un retargeting, finalement... mais bon, voilà. Okay. Du coup, moi, je la pense comme ça. Qu'est-ce que vous testez donc, volume de créa, on dit 25 par jour en moyenne. Alors, bien évidemment, variante inclus, statique, type de créa, etc. Vous testez quoi, généralement ? Est-ce que c'est les hooks ? Est-ce que tu fais... vous faites un focus plutôt sur les angles, sur les formats, sur les taglines ? C'est quoi ? C'est un mélange de tout ? Moi, dans un premier... du coup, au départ, ma créa, je la teste, c'est les hooks que je vais tester dans la créa. Ensuite, quand elle passe le scaling, en scaling, on peut se dire qu'elle est passée, c'est bon, alors que pas forcément. Généralement, toutes les 2 semaines environ, je prends la meilleure créa des 2 dernières semaines et je vais la passer dans ce que j'appelle une stade 2. C'est mes créas qui ont spend, qui ont spend, qui sont validés, et je vais essayer d'avoir un incrémental de performance où je vais modifier la inline, le copy. Tu les déclines, quoi. Ouais, il y a même des éléments où les recommandations par IA Facebook que tout le monde désactive. Moi, à des moments donnés, je veux avoir le cœur net. Est-ce que ça fonctionne ? Tu testes. Du coup, je fais dans ma nomenclature IA 6/6, ou ça dépend si c'est une vidéo ou une statique. Marche pas de ouf. Spoiler. Ça dépend en vrai, ça marche. Je lance une créa 6/6, full, comme dirait Meta, full opti, tout qui est activé. J'ai 4 DRS, ça marche super bien. Je la mets dans ma scaling, elle dépense $500, 1, 2, super. Génial. Donc à ce niveau-là de spend, faut le voir rapidement, ça. Ouais. Parce que si tu le vois pas rapidement, moi je l'ai vu. Je pense, comme il y a eu tout activé, Meta s'est dit que un truc comme quoi ce serait la plus optimisée et du coup l'a passé en avant. Mais moi j'ai fait cette modification quand j'étais à des horaires où j'étais dispo, quoi. Ouais. Si tu fais ça le soir pour le lendemain, faut faire gaffe. Surtout à ce volume de dépenses. Hein. Surtout à ce volume de dépenses. Parce que si t'es sur ta top campagne. Ah non, parce que tu la repasses en testing, celle-là. Donc je la repasse. En fait, c'est ma meilleure créa qui est validée que je repasse dans cette testing. Tu passes la variante en testing. Moi, ma théorie là-dessus, il y a plusieurs théories comment tu peux l'analyser, mais c'est de dire que les recommandations Facebook sont pas les plus opti, les plus activées. Les seules que je recommande, si je peux en recommander, c'est moi j'aime beaucoup les activations de produits. Où tu peux avec ton flux produit dire ta collection. Ça marche beaucoup chez d'autres clients que j'ai. Il y a aussi les sitelinks que j'utilise parfois. Mais globalement, à part ces deux-là... Genre la musique, le autopropping, ce genre de choses, ça dégage. Ça, c'est... moi, je recommande moins. Okay. Donc, vous testez... toi, tu testes pas mal de déclinaisons. En amont, du coup, la créa, ceux qui produisent... donc, c'est Creads qui produisent toutes les créas. Toutes les créas. Ok. Creads, pour ceux qui nous écoutent, c'est notre entité créative qui s'occupe de la production purement de créa. Eux... Si on va pas rentrer dans leur taf à 100% parce que je pense que c'est pas faire l'objet d'un épisode. On a déjà sorti avec Lucas qui est passé pour détailler un peu. Mais du coup, eux, ils testent quoi en amont ? C'est quoi un peu les briefs ? Parce que j'imagine que tu es quand même impliqué aussi dans la réflexion en amont. C'est quoi J'essaye de me projeter pour des personnes qui nous écoutent, qui sont sur des volumes de scale qui sont assez similaires et qui se disent ok, comment je me renouvelle, comment je teste des nouvelles créas.
toi, tu parlais plus de la partie exploiter des créas, donc phase 2 qui sont déjà fonctionnelles. Comment tu trouves des nouveaux concepts, tu vois? Sur quoi vous mettez le focus? Alors, je suis moins dans ces sujets-là, comme on a créé Ads. Par contre, moi, j'essaye de leur faciliter la vie pour trouver des concepts. Parfois, quand je vois des choses, moi, je les envoie directement à Thomas, qui est le CH chez Créads. Des idées, des éléments. Salue, s'il nous écoute. Oui, qu'on salue énormément d'ailleurs, parce que le boulot sur la créa est colossal. Je pense que les deux entités, médias et créa, bon voilà quoi, ça taffe. C'est quoi la question, pardon, excuse-moi? La question, c'est qu'est-ce que vous testez, c'est quoi l'approche, qu'est-ce que vous cherchez? C'est plutôt des concepts, généralement, des nouveaux concepts? Alors, on a eu vraiment beaucoup d'itérations à un moment donné. Ce qui a beaucoup fonctionné, c'est forcément les nouveaux concepts, mais ces nouveaux concepts-là, il faut les retravailler en mashup, des éléments comme ça. Ce qui fonctionne, les nouveaux concepts, je parlais de win rate. Il y a un win rate qui est plus faible, mais c'est très intéressant parce que quand tu as un nouveau concept qui fonctionne, tu vas pouvoir le retravailler avec d'autres créas, faire des b-rolls, faire plein d'éléments qui sont super intéressants. Et maintenant, sur les mashups aussi, qui ont un meilleur win rate, mais qui tiennent moins le scale. Ça, c'est un élément que j'ai remarqué. Quand il y a quelque chose de neuf sur le compte, ça peut tenir vraiment le scale de manière extraordinaire. Moi, j'ai une créa sur un nouveau concept qui a tenu $180 000, je crois, ou $140 000 de spend sur une seule créa. Ok, solide. Ce qui reste, c'est assez conséquent, surtout sur le marché français. Généralement, on voit ça sur le marché US ou sur les grosses créas en anglais. Et sinon, les mashups tiennent moins le scale. Parce que je pense que quand tu bombardes sur un concept et que tu le réutilises en mashup, il doit moins bien fonctionner parce qu'ils l'ont déjà vu. Où tu dois avoir des sujets comme ça. Et je crois que j'ai répondu à la question. Donc ce que tu dis, c'est que c'est intéressant la notion de win rate. Alors déjà peut-être pour les personnes qui nous écoutent, un bon win rate c'est quoi pour toi? Moi, sur 100 créas testés, il t'en faut combien? Sur 100 créas testés, si j'en ai pas 10 qui passent en scale, c'est compliqué. Donc une pour 10. Généralement, un bon win rate, je dirais que c'est, sur ce niveau-là, c'est un 20%. Genre si on me donne un batch et qu'il y a 20 créas qui passent sur 100, c'est déjà excellent. Okay. Bon, moi, je pars du principe que dans mon groupe d'annonces de ma scaling, j'ai 50 ads actives maximum. Enfin, ads dedans, off ou on. Et donc, je dois remplir ça. Et les créas extrêmement... Il y a un élément que je commence à avoir une problématique là-dessus, c'est que comme je dois réalimenter cette scaling, moi je vais faire une deuxième scaling bientôt, notamment pour la fin d'année. Mais il y a un élément que à l'intérieur de cette scaling-là, c'est aucun rapport, hein, mais j'ai des créas, notamment celle à 140 000 euros dépensés, celle à 65 000 euros dépensés, des éléments comme ça, que je garde volontairement sans supprimer parce qu'elles sont chargées en interaction. Du coup, je me dis... La fameuse créa tank. Ouais, c'est ça. Et je me dis, nos amis de je n'ai pas envie de la supprimer pour me faire de la place parce que j'ai quand même ça sous le coude à réactiver pour plus tard parce que la créa elle a genre 20 000 likes, c'est un truc exceptionnel, avec énormément de commentaires et le client a taffé aussi, tu vois, dans les réponses aux commentaires et les éléments comme ça. Ça c'est un élément que presque personne ne parle, j'ai l'impression, mais c'est hyper important quand tu commences à scaler une seule créa et que tu as plein de dépenses qui vont sur une seule créa. Derrière, tu as ta réassurance, tu as des objections qui apparaissent que tu peux réutiliser d'ailleurs en commentaire Facebook en statique. Spoiler, ça marche bien aussi. D'ailleurs, c'est l'image de la marque qui est véhiculée, hein, donc faut être actif à l'intérieur. Et je veux pas perdre ça du coup. Ok. Donc win rate 10%, minimum 20%, c'est un bon win rate. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça dépend aussi de... Bon, ouais. Ça dépend du type de créa. C'est que si tu as moins de win rate, mais c'est de nouveaux concepts et tu en as qui tiennent beaucoup plus longtemps, ça peut valoir le coup. Donc c'est finalement, comme beaucoup de choses en media buying, un peu un sujet de risque-opportunité, quoi. C'est ça, après c'est de l'arbitrage entre les créas. Ultra intéressant. J'avais une question, c'est quoi tes critères pour déclarer, pour identifier un winner, mais tu as un peu répondu tout à l'heure. Tu dis en gros, si le roi c'est bon, plateforme au-dessus de ta target, let's go. Et après tu vois si ça tient le scale, c'est ça? C'est ça. Okay. Après généralement quand tu as une bonne créa, je vois tout de suite. Tu as tes CTR qui explosent dans le bon sens.
t'as ton CPC du coup qui diminue, t'as ton ROS, t'as toutes tes stats qui ça se voit. Par contre, là où t'es content quand t'as une bonne création. Oui, tu sais que tu vas pouvoir aller loin, vite, tout ce qu'il faut. Surtout quand tu ouvres un marché, que t'as la bonne créa. Ouais. Alors là, c'est exceptionnel. Ce qui s'est passé sur la France aussi. Et sur le... Remets-moi dans le fil de ce qu'on disait. C'était ça. C'était en gros tes critères pour identifier un winner. Et après, t'as des winners qui ont plus du mal à prendre. Moi, par exemple, j'ai des indications, enfin, j'ai des créas qui avaient 2 DROS, tu peux te dire, bon, ça passe, c'est une bonne créa. Mais par contre, quand tu regardes le couparage au panier, la qualité du trafic est exceptionnelle, mais ça convertit pas. Ça veut dire que c'est une créa qui est très top funnel, tu vois. Ouais. Mais que cette audience a besoin de réassurance. Et moi, dans mes campagnes de scaling, je l'identifie et j'ai des créas, je disais que je coupais en dessous d'un set, mais si je vois que la créa elle a un couparage au panier exceptionnel, je vais pas la couper. Parce que pour moi, tu dois aussi voir, fonctionner à la créa spécifiquement, c'est mettre des bâtons dans les roues à l'algo et tu veux pas faire ça. Donc quand tu vois une créa qui est en dessous de tes critères, mais que tu as des bons CTR, tu as un bon trafic, tu as des bons couparages au panier, mais qu'elle convertit pas, garde-la. Parce qu'elle apporte du trafic qualifié et que Exactement. Potentiellement ça se retarget. Et que peut-être que si tu le mets dans un même groupe d'annonces, ce que je disais, et faire de l'acquisition et du retargeting au sein du même groupe d'annonces, mais que tu ajoutes une créa dedans, moi c'est ce que je fais sur ma grosse scaling. C'est très gros ce scaling. Et qu'elle... il manque quelque chose à cette audience-là. Du coup, si elle arrive de par cette créa-là, peut-être le retargeting de base. Je suis très biaisé très biaisé. Je suis très orienté sur ce scaling-là, mais de base, tu auras le retargeting et il faut voir cette performance au global. Ouais. C'est intéressant. Du coup, ce que tu dis, c'est qu'il faut bien sûr couper si les rois sont bons, mais il faut savoir laisser sa chance à une créa qui est pas exceptionnel en ROAS, mais qui montre des indicateurs qui en fait peuvent servir d'autres parties du funnel globalement, ça, ou en tout cas d'autres parties de ta strate d'acquisition de manière générale. C'est ça. Exactement. Tu dirais comme ça chaud, quel rôle ça joue la créa dans le résultat du global du scaling? 70%, 50%? Ouais, c'est plus que dans notre époque, c'est 60-70%. C'est ça qui fait vraiment péter un compte, quoi. Alors, je dirais pas forcément, parce que derrière, il y a par exemple, là où nous, on est le plus rentable, c'est quand ces créas sont boostés de par du whitelisting, par exemple. Ouais, okay. Donc ça, c'est pas forcément la créa, mais c'est au rôle du performance manager de mettre en relation et de bien alimenter ces moyens d'acquisition-là. Tips aussi que je peux donner en whitelisting maintenant, parce que je l'aborde. Si tu peux expliquer très rapidement whitelisting pour les personnes qui savent pas ce que c'est. Whitelisting, c'est ta publicité, la tienne, mais c'est pas ta page ou ton compte Instagram qui la publie en publicité. Donc je fais un truc tout bête. Imaginons que Étienne Garcia, CEO de Rhodes, veut faire de l'acquisition de leads. Ça va être peut-être BFM TV Business qui va envoyer au hasard. Une pub. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Qui va envoyer cette publicité dans les réseaux sociaux. Okay. Et l'avantage, c'est que plutôt que ce soit toi qui véhicule ton propre message, c'est un tiers de confiance. Exactement. Qui, du coup, ça sera toujours la social proof, ce genre de choses. Les résultats sont vraiment très très bons. Tu vois vraiment un jump entre une top créa poussée par la page de la marque versus une top créa poussée par une page tierce. Tu vois vraiment un plus? Alors oui, exceptionnel. C'est de l'ordre de... Parfois, ça peut être x2 en fonction du média. Ah ouais. Donc, et c'est pour ça que là, dans le compte, on a intégré ça, je crois, 2e semaine d'août. Okay. Donc au départ, c'est juste du testing. On a vu les résultats et moi, j'ai su qu'il y avait un... Même avec les frais associés,
parce que c'est quand même un coût du prestataire que vous utilisez qui aura ses propres frais sur l'ad spend. Donc il faut prendre ça en compte. Donc le ROS que tu vois n'est pas du tout le bon, hein. Donc il faut vraiment prendre ça en compte parce que sinon, si tu dépenses sur un mauvais ROS, enfin sur ton ROS de base de ta target, bah alors là, coupe tout de suite parce que c'est vraiment pas rentable. Donc faut que le ROAS soit supérieur pour compenser les frais. Exemple tout bête, quand moi j'avais un 2 d'ROS en scaling, ma campagne de waitlisting elle était de 3,5. Donc associé à les frais, en réalité j'avais peut-être de 9. De 9,3, ce qui est exceptionnel. Ce qui est vraiment très très bon. Et au-delà de ça, pour le performance manager, moi j'ai en plus du testing de médias. Je dois tester mes créas dans ces médias-là. Je dois scaler mes médias. C'est pour ça que maintenant j'ai une campagne de testing de médias. Dans la relation que j'ai avec les prestataires, s'ils passent par là, désolé. Parce que quand je disais 750 créas unitaires testés sur le compte, quand tu prends en compte les ads actives ou les ads dupliquées, on est plus à 1000, 1500 parce que les badges de créa qu'on envoie en whitelisting, au début c'était juste 5 par média, il y avait 5 médias. Maintenant c'est des badges de créa de 20 et il y a 20 médias, donc ça fait 400 créas en plus. Ouais, ça. Donc pour le testing, c'est un peu une... En vrai, c'est un peu une galère, en vrai, parce que je peux pas aller dans le niveau du one ad set, one ad, dans ce niveau-là, vu que j'ai pas accès, moi, personnellement, c'est une échelle... à ces éléments-là, tu vois, à ces médias-là. Donc, le PM, il doit vraiment être... Enfin, c'est une stratégie dans ton compte, quoi. Ouais. C'est comme si tu avais 2 comptes. C'est une échelle industrielle à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, je continue sur le tips que j'ai pas dit. J'ai un truc que j'ai lancé ce matin. Le whitelisting de médias sur vos audiences de retargeting. Voilà, c'est extrêmement logique, vous allez me dire. Mais je l'ai lancé ce matin et j'ai 4-5 de ROS ou 5 là même, parce que le ROS ça fait que monter, parce que la donnée met longtemps à arriver. Donc je donne le tips. Faites du whitelisting sur vos audiences de retargeting. Ça fonctionne de ouf. On en fera un short. Donc voilà, sur vos vues de vidéos, c'est exceptionnel. Tu parlais un peu de structure de campagne. Je te propose déjà merci beaucoup, c'est super clair. Sur la partie testing, on pourrait y passer des heures, mais ça nous donne déjà quelques billes. C'est très, très, très intéressant. Faudrait que je fasse plus d'épisodes avec vous parce qu'à chaque fois moi, je me dis et la compétence dans l'agence, hein. Et c'est presque ça me manque, tu vois, d'avoir les mains dans les comptes. Alors je pense que maintenant je suis rouillé, mais j'ai encore des réflexes de vieux loup de mer, comme on dit. Tu parlais de structure de campagne, ça m'intéresse de rentrer un peu dans toute cette phase un peu de scaling. Donc peut-être avant de rentrer dans la méthode de scaling, déjà c'est quoi la structure de campagne? Tu disais que tu as testing scaling par média. T'envisages une deuxième scaling, tu dois avoir des campagnes par marché. C'est sur un compte comme ça, volontairement, c'est quoi la structure? On va partir du point de départ, à savoir quand on teste un marché. On y a beaucoup évoqué au début de ce podcast. Tu as un compte par marché déjà? J'ai un BM, alors j'ai un BM francophone et un BM international. D'accord. Ça aussi, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de 30 minutes de vidéo, je pense, parce que le CPM est complètement différent par BM. Ouais. Ça a été testé, j'ai oublié de le dire quand on testait les marchés. Mais quand tu te rends compte que quand tu ouvres un BM, que tu as 35 de CPM, parce que tu te dis je vais faire un BM par langue, comme ça il n'y a pas d'interaction ou de problématique entre les BM, je sais pas comment le dire, mais c'est pas forcément vrai. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai un BM francophone et un BM international dans la structure des campagnes. Du coup, les nouveaux marchés, c'est dans le BM international. Et dans ce BM là, moi, pour le moment, j'ai que 3 campagnes. J'ai ma testing de créa, one ad set one ad. J'ai ma campagne de retargeting, où à l'intérieur, j'ai un stack retargeting sur mes audiences. Et en gros, dans ma campagne de retargeting, j'ai du one concept one ad cette fois-ci. Parce que mes audiences sont trop petites pour faire du one ad set one ad agressif. Et j'ai une audience. C'est en campagne de retargeting ou testing, tu dis? Retargeting. D'accord. Mais je teste mes concepts et j'ai un ad set qui est un ad set scale entre guillemets, qui au sein de la retargeting. Au sein de la retargeting. Ok, intéressant. Et dans lequel je fais passer des éléments. Je l'appelle BC, Best Créa. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Ok. Donc ça c'est pour l'inter. Ça c'est pour l'inter, et du coup j'ai la campagne de scaling où il y a la meilleure créa du testing acquisition qui fonctionne. Donc si je résume, testing,
retargeting où je teste mes concepts et j'ai un ad set de scaling dans le retargeting et un scaling. Et une scaling, ok. Et là, du coup, j'ai le whitelisting qui va arriver des semaines prochaines, je crois. Et scaling en ASC+, du coup, ou Broad moi, j'ai que des exclusions. Okay. J'ai Broad, du coup. ASC+, exact. J'ai testé, parce que du coup, tu parles d'audience, d'avoir ma créa qui passe dans le scaling, fonctionne bien, et d'avoir un incrémental de performance ou aller chercher des nouveaux gens, nouvelles personnes, pardon, avoir une campagne où ces meilleurs créas, enfin les meilleurs créas des meilleurs créas vont sur des audiences de lookalike, d'intérêt. La réalité, c'est que j'ai jamais vu des ROS qui étaient équivalents Broad. Donc sur ce compte, je ne fonctionne pas à l'intérêt. Ou du moins, c'est l'étape d'après. Là, je l'ai coupé parce que ça fonctionnait moins. J'ai commencé à avoir pas mal de nouvelles créas, donc je vais le relancer. Mais du coup, ouais, full Broad. Avec exclusion. Et dans mes exclusions, si on veut être précis... Tu prêches un convaincu. Et dans mes exclusions, si on veut être précis, c'est visiteur, 90 jours, acheteur, pixel, acheteur, connexion CRM. Et moi, je rajoute les prospects CRM et tout ce qui est purchase à toute carte. Je sais que théoriquement, si tu exclus tes visiteurs, tu exclus tes purchase parce qu'ils ont forcément fait une visite. Et tu exclus vidéo vue et tout aussi Non, ça c'est pour le call quand je vais exclure tout. Mais pour le moment, je me dis que quelqu'un de chaud ou quelqu'un de hot ou warm, comme on dit maintenant, c'est pas des gens c'est des gens qui sont dans ces audiences-là, pardon. Okay. Donc visiteurs, acheteurs et gens qui sont dans la base prospect. Donc un BM inter dans lesquels tu as 3 campagnes pour l'instant, bientôt 4. Ouais. Testing, scaling et retargeting avec la segmentation que tu viens de partager. Et demain média. Intéressant, je pensais qu'il y ait plus de campagnes. Donc tu n'as volontairement pas fait cette structure par marché. C'est parce qu'ils sont trop petits aujourd'hui. Tu envisages de si ça scale, admettons demain, je sais pas, tu as combien de marchés ouverts là? 6, 7, 8 4. 4. Ah, je croyais que c'était plus, ok. Non, parce qu'au départ, j'avais... Ah, vous en avez testé en fait. Au départ, on avait considéré France, Belgique, Luxembourg comme 3 marchés. Comme 3 marchés, ok. In fine, moi je me suis rendu compte que c'était une galère à gérer. Ouais. Parce que du coup, tes créas françaises sont mis en testing dans 3 marchés. Donc là, tu fais des. Oui, tu dilues le budget. C'est complètement. Ça marchait super bien qu'il puisait au début. Mais vite, faut que tu complexifies. Faut que tu. Pas l'inverse. Faut que tu simplifies le compte. Donc du coup, j'ai intégré Belgique et Luxembourg à la France. Donc France, Belgique, Luxembourg, un seul marché. Ensuite, tu as Allemagne, Espagne, UK et USA qui arrivent. Et Québec toujours, mais qui fonctionne moins. Et du coup, Allemagne, UK, Espagne, qui sont des marchés avec des langues différentes. Ouais. Eux, tu as quand même une seule et même campagne pour les mêmes marchés, pour les 3 marchés. Pour ces... Dans le compte international, j'ai 9 campagnes. Ah, d'accord, ok. Donc, ce que tu disais, les 3 campagnes, c'est par marché. C'est ça. Okay, par langue même, si on veut. Mon cerveau bloqué. Je comprends. C'est peut-être moi-même. Mais du coup, j'ai 9 campagnes dans ma... D'accord. Donc, cette structure par marché, ok. C'est ça. Et en France, par contre, la structure, elle est hyper complexe, en vrai de vrai. Vas-y. Mais parce que l'audience, elle est... dans mes audiences de retargeting, j'ai 1 million de personnes. Vas-y, du coup, c'est quoi la structure de la campagne France qui dépense à peu près, là, tu dis 20, 30, 20 jours 20, entre 15 et 20 par jour, ça dépend. Et le week-end, ça peut monter à 22, 23, ça dépend de l'algo. Donc entre 3 et 600 000 euros par mois, quoi. Ouais, solide quand même. Ouais. C'est quand c'est bien. Ma structure, elle est un peu plus complexe que je me la remémore en même temps. Bien que j'ai fait des uploads ce matin. Donc, structure sur ce marché-là, français, j'ai testing, facile. Donc, je vais parler en termes de stade. La stade 1, c'est quand tu envoies ta créance testing. Stade 2, c'est pour ta testing, pour tester des éléments sur ta créa. Ta stade 3, c'est ma scaling. Dans les faits, je passe de stade 1 à stade 3. Parce que sinon si toutes les créas je dois vraiment les tester pour voir la meilleure variante, j'en ai 750, c'est compliqué. Et après j'ai la stade 4 qui est censée être une cost cap
Donc ce sont des campagnes qui sont, tu dis à Meta, tu donnes tous les assets visuels, tes meilleurs assets visuels, tes meilleurs créas, et tu dis à Meta, va me chercher des clients pour, aujourd'hui tu peux faire ROAS cible ou coût par achat cible. J'ai essayé ça en début juillet ou milieu juillet. Généralement c'est des campagnes quand tu as beaucoup de données. Nous on avait déjà investi 100 ou 200 000 euros je crois à l'époque. Du coup je me suis dit c'est le bon moment et j'ai fait un testing de cost cap. C'est-à-dire que j'ai fait une campagne de scaling, j'ai mis mes meilleurs créas, celles qui vraiment les meilleurs 5 ou 6 créas dedans, et j'ai fait je voulais savoir quel était mon coût par achat que Facebook pouvait aller chercher. Donc j'ai fait une CBO, campagne budget optimization, budget au niveau de la campagne, et j'ai fait 5 groupes d'annonces. Et dans les 5 groupes d'annonces, je disais, va me chercher un coût par achat, un groupe d'annonces à $24, un à 26, un à 28, un à 29, enfin tous les $2 de différence, pour savoir quel était le cost per purchase qu'il allait prendre. Ça n'a pas marché. Parce que c'est des campagnes qui demandent beaucoup de données. Non, je l'avais testé moi aussi à l'époque et ça avait pas. Mais la théorie était folle parce que tu disais tu peux mettre full budget illimité, ça y allait, mais ça marchait pas de mais ouf. Pour autant, au Canada, à l'origine, on avait une campagne de cost cap qui fonctionnait extrêmement bien. Mais je pense que on avait 3 mois d'historique de données. Donc il y a moyen que c'est ça qui a joué. Nous, on n'avait pas autant d'historique en temps, mais plus en spend. Donc après, c'est à savoir, je pourrais pas dire si le Meta préfère le temps ou le spend. Mais aujourd'hui, c'est un élément que je devrais retester. Mais ça m'intéresse si ça marche, tu me diras. On avait d'autres priorités, on va dire. Ok, donc tu as 4 étapes, tu disais. Et après, tu as d'autres types de campagnes ou pas? D'autres types de campagnes. J'ai les whitelisting. Ouais, ok. Au sein de mon retargeting, j'ai tenté plein de choses. J'ai tenté la sursegmentation. Ouais. Vraiment mapper le taux FIMO-FIBOFU, on va dire, dans le retargeting. Genre vue de page destination. C'est ça. Ajout au panier. C'est ça. Avoir tes shows à 7 jours. Avoir... Enfin, de 1 jour à 7 jours, de 7 jours à 30 jours, etc. Moi, j'avais fait des audiences dynamiques sur Klaviyo pour voir mes prospects actifs ces 30 derniers jours que je transversais dans Meta. D'ailleurs, j'ai complètement volé le setup à Edouard, si tu passes par là. J'ai vu ce qu'il a fait, je fais toi, il y a mon résultat, et du coup, je vais tester la même chose. Moi, ça n'a pas fonctionné. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je suis pas encore trop penché le pourquoi du comment, mais parce que je pense que j'ai mis trop de créa à l'intérieur. Et du coup, ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner sur le compte de Edouard, qui était un performance manager chez nous, pour ceux qui a fait un super épisode sur Google il y a un petit moment maintenant. Mais... sinon, on a des bons résultats, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas wow, quoi. C'est assez pour l'essai. Moi, je conseille pas la sursegmentation. Moi, j'aime bien ce que je fais en vrai sur je teste les concepts et j'ai un adset de scaling au sein de mon retargeting. Et le scaling, du coup, c'est all visitors. C'est hors acheteur. Moi, je mets même les vues de vidéo, je mets tout. Ok. Parce que visiteurs, vue de vidéo, engagement, et tu exclus acheteur et. C'est ça. Ok. Et j'ai quand même un adset qui vise uniquement les shows avec des offres. Beaucoup de créa off sur les gens qui sont hot, quoi, enfin les mecs chauds. Et ça marche bien comme ça. Et du coup, maintenant, j'ai le whitelisting dans le retargeting qui arrive. Du coup, ça ferait un bon post-LinkedIn, c'est ce que tu fais c'est vraiment tu fais du broad en retargeting, et du testing et du scaling en retargeting, j'adore. Quand tu arrives à des niveaux... Moi, mon audience de retargeting, elle est de 2 millions. Ouais. Donc 2 millions, si tu fais, 2 millions de personnes, tu mets ton CPM associé, va falloir spend pour aller afficher un nouvel affichage sur ces gens-là. Afficher un nouvel affichage. Et en plus, faut y aller sur la répétition normalement. Exactement. Et donc du coup, moi, comment je monitor le budget, ce qui peut être intéressant, si vous segmentez à 1,7, 7,30, 30 plus, on va dire, en activité. Il y a eu une activité sur le site ou sur les réseaux sur entre 1 et 7 jours, entre 7 jours et 30 jours. Dans les faits, c'est un peu plus technique que ça, mais vous pouvez le faire comme ça. Vous allez regarder du coup, dans Meta, vous allez avoir la taille de l'audience. CPM, taille de l'audience, et il ne faut pas être au-delà de 5 par semaine, je dirais.
C'est comme ça que moi je définis mon budget à l'intérieur de cette. Tu connais la taille de l'audience, tu connais le CPM, et donc ça. Du coup tu mets en face ça fois nombre de répétitions. C'est ça. Et comme ça, tu mappes ta fréquence. Tu maîtrises la pression publicitaire. Quoi. La pression publicitaire, exactement. Ultra intéressant. Vraiment, ça me rappelle des très bons souvenirs. Ça me fait plaisir dans ce niveau de détail. C'est quoi donc ça, c'est la structure. Ou tu as d'autres campagnes à rajouter, ou c'est à peu près ça Tu fais des campagnes de top funnel, vidéo vue, ce genre de choses, ou pas trop? Moi, je fais du stack retargeting. Parce que j'ai énormément de créa à tester. Et je me dis, j'ai 2 millions de personnes. Non, mais je veux dire, hors de ta retargeting, en campagne top funnel, est-ce que tu fais des... Non, j'exclus pas encore les vidéos vues, mais je vais devoir avoir le cas. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie. Ok, j'ai affiché sur 6 millions de personnes, mais je pense que j'ai 2 millions ou 3 millions supplémentaires à aller chercher qui peuvent être intéressés par le produit. Sauf que là, c'est d'autres types de créa, et ces géants-là, on va les avoir avec de la notoriété. Tu fais des campagnes de noto du coup aussi? Là, je vais intégrer ça parce que vaut mieux aller les avoir avec des CPM très faibles de notoriété qu'avec des CPM de purchase, quoi. Ouais. Ok. Ultra intéressant. Ça m'intéresse de savoir un peu ta méthode de scaling. Ouais. Parce que ça, je pense que tu as vraiment... c'est un peu la grande nébuleuse, la zone d'ombre de beaucoup de médias buyers. C'est... Comment on scale? Est-ce que déjà tu as un peu 2 grandes familles de scaling? Tu as scaling horizontal, scaling vertical. Tu as les règles d'augmentation de budget, plus 20% tous les 3 jours, ce genre de choses. Je sais que toi tu as un avis très tranché là-dessus. En tout cas, qui est plus mesuré actuellement. Donc curieux de savoir c'est quoi ta méthode de scaling. Je fais tout. J'ai du horizontal, j'ai du vertical, j'ai de l'agressif, notamment sur le lancement de marché. Horizontal, dupliquer les adsets, c'est ça? Dupliquer les adsets. Ah non, j'ai pas d'horizontal. J'augmente le budget de l'adset. Okay. Et je passe la créa en scaling. Et ma scaling, je la pilote pour l'augmenter de tous les 3 jours 30% parfois. Ok, donc plutôt vertical du coup. C'est ça. Et j'ai fait de l'horizontal sur le Canada au départ. Mais j'ai vite arrêté. Pourquoi j'ai arrêté, je ne saurais pas dire. Parce que ce marché-là s'est arrêté. Du coup, je pense que j'en ai conclu, sans trop mettre de conclusion dessus, de mots dessus, que ça ne fonctionnait pas. Okay. Ou du moins pas trop. Mais dans les faits, si tu veux spend beaucoup, notamment sur la période qui arrive, je pense que c'est un sujet qui va se... Tu vas devoir refaire de l'horizontal. Ouais. Horizontal, pour ceux qui... Alors, si je ne suis pas encore trop rouillé, je parle sous ton contrôle, Mathieu, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est... Donc, vertical, c'est en gros augmenter le budget d'une campagne existante. Ou faire basculer, transvaser une créa d'une campagne A vers une campagne B qui dépense plus, mais globalement c'est pas multiplier le nombre de campagnes. Horizontal, c'est en gros multiplier le nombre de campagnes ou d'adsets ou de produits ou globalement aller chercher plus de points d'entrée et parfois pour la même créa. Donc c'est ça. Et l'avantage, par exemple, si tu as un adset qui dépense disons 10 000 € au jour, si tu le dupliques, tu passes tout de suite à 20 000 € au jour, ce qui peut être extrêmement dangereux, mais aussi te permet d'aller très vite. Donc voilà. Moi, j'ai le cas où, dans la majorité des consultants PM, Facebook Ads vont te dire qu'il faut y aller doucement avec l'algo. Le classique 20 ou 30% tous les 2-3 jours. Moi, sur la France, en fait, je savais que j'avais un roulement créatif. Et je savais que j'avais pas beaucoup spend sur le pays. Donc, pour aller sur... c'était mon décollage, quoi. Pour aller sur ma ligne de croisière. Je pouvais y aller fort. Du coup, en genre 7 jours, je passais de $200 jour à genre 5000. Donc il y a plus de 20% qui tient. Quelque chose comme ça. Mais le ROS, derrière, il était pas stable. Au départ, j'avais peut-être 4 de ROS ou 3 de ROS. On va dire 3,5. Quand je scale, c'est fait de 3,5, de 7, de 5. Je me suis stabilisé un peu à 2,5, de 3. Et sauf que la profitabilité à 2,5 sur 5000, elle n'est pas du tout la même que la profitabilité à 4 sur 200. Quoi. Donc ça te permet aussi de trouver ton... C'est ça. Et derrière, quand tu prends en compte l'ad fatigue, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais des ads qui étaient validés, qui avaient passé la phase de testing, mais je savais que j'avais déjà upload le deuxième batch, entre guillemets, qui va prendre la suite de ce scaling-là. Ouais.
Donc au moment donné où je commence à voir mes ads qui ont moins de CTR, ont moins de ROS, je peux tout de suite transvaser les nouvelles créas pour éviter cet état de fatigue-là. Donc toi, c'est pas tant une question d'algo, c'est plus une question de il faut être capable de soutenir de scale avec de futures créas, quoi. Donc avoir des créas d'avance, donc un roulement créatif, quoi. Quand t'as pas beaucoup de créas, je pense que l'algo il est hyper demandant en données. Plus tu vas ajouter des créas que tu as déjà testé ou que tu as déjà alimenté en données, plus il va savoir lesquels vont fonctionner. Ça fait un peu bullshit de dire ça comme ça. Mais du coup, moi, je les passe en scaling. Et sur cette campagne scaling, je peux monitorer le budget comme ça. Et ensuite, par contre, c'est pas indéfini parce que les arbres ne montent pas jusqu'aux cieux, c'est ça l'expression ? Un truc comme ça, ou en mode. Je l'ai pas, mais c'est peut-être ça. Il y a un truc en mode où tu peux pas monter indéfiniment. Sinon, mon client serait multimilliardaire et on serait à 5, 10, 15, 20, 30 millions par jour. Donc, il faut trouver. Tu as forcément ta zone où, quand tu vas augmenter, tu vas dégrader beaucoup ton ROS et impacter ta rentabilité. Et il faut trouver cette zone-là. Alors attention, cette zone-là, elle est complètement. C'est pas la même pour tout le monde. Évidemment, si tu vends... Ni par marché d'ailleurs pour un même client. Si tu as un produit qui est très niche, vraiment extrêmement niche, tu as un marché qui est... tu as 50 000 clients possibles en France, tu vas pas pouvoir aller à ce niveau-là de semaine. Ça paraît... Parce que tout le monde pense que faut que je scale, faut que je scale. Mais il faut aussi mettre en corrélation à ce que ton produit peut scale et à ce qu'il est mass market. Comment tu identifies que tu atteins un plafond ? Ta répétition augmente. Ok. Moi, c'est ce que j'ai. Ça peut pas être lié par exemple au fait que tu manques juste de diversité créative ? Ah oui, c'est vrai. Il faut corréler avec le niveau de spend. Alors, tu as le plafond du niveau de spend où tu as ta répétition qui augmente. Moi, c'est ce que j'ai. On a eu plusieurs plafonds avec ce client-là, par ailleurs. Le premier plafond était... on a fait, en gros, 0,20 $, très rapidement. Et après, on a stagné et même baissé fortement. On a fait quelques jours à 15, 20 000, quelques jours. Puis après, on est redescendu à 15, 12. On a fait quelques zones à 10 000. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était des nouveaux concepts. Puis ensuite, quand on a eu plein de nouveaux concepts, on a fait des mashups. Et en fait, ton compte est toujours alimenté de nouvelles créas, de nouveaux concepts, de mashup. Aussi, il y a les statiques qui sont arrivées qu'on n'avait pas au départ. Mashup, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est mélange de plusieurs créas, c'est ça ? C'est ça. Donc tu réexploites en gros des créas qui ont bien fonctionné, c'est ça. Tu les fais. Okay. Il y a les statiques qu'on n'avait pas au départ, on était full vidéo. Uniquement du contenu vidéo. Les statiques sont arrivées alimentées pour tout ça. Et donc, du coup, on a eu... Après, généralement, quand tu plafonnes plusieurs mois. Nous, c'était plusieurs jours. On va dire, on a eu 3 semaines où on plafonnait et après, on est reparti. Et on est reparti avec l'intégration de statique, avec l'intégration des partenaires comme les partenaires de whitelisting. S'en est tout de suite posé la question du mail, du WhatsApp également. Ça, je pense qu'on n'est pas de sujet là-dessus, mais c'est quand même un élément qui est hyper important. Au départ, c'était que de l'acquisition méta, mais genre full méta. Il n'y avait pas de mail, il y avait juste un petit checkout qui tournait. Il n'y avait pas de WhatsApp qui tournait non plus en checkout. Il n'y avait rien de tout ça. Ce qui est... Je ne conseille pas. C'est partir à la guerre sans bouclier ou épée, quoi. Sachant que aujourd'hui, si on fait 1 million, j'ai plus les chiffres exacts, mais on doit faire entre 5 et 10% sur les flows de checkout, mail et WhatsApp. Donc c'est quand même entre 50 et 100 000 euros. Et c'est ta marge finalement. Donc c'est hyper important de bien configurer ça, de faire ces A/B tests dessus. Un élément que je peux dire aussi qui marche bien sur WhatsApp, ce sont les messages qui sont plutôt courts. Et nous, on a testé des vidéos spécifiques WhatsApp qui s'envoient. Okay. Sur un tournage, on a envoyé 2-3 scripts de 10 secondes. On avait dit où tu dis j'ai vu que tu avais oublié ton panier dans la vidéo et ça marche hyper bien, ça convertit à 20-30%. Donc voilà, je donne le tips. Magnifique. Et ça, c'est très important dans le scaling du coup. Parce que du coup, quand tu es une marque first purchase où tu veux être rentable, tu dois avoir ça d'opti, parce que si tu as 5 ou 10% de vente en plus, si tu es au point 1 ou au point 2, enfin 10% de ROS pour être rentable, tu dois avoir ça. Moi, par exemple, imagine ton ROS break-even, c'est 1,8. C'est pas le cas chez nous. Si tu as 1,8 sans ça,
bah avec ça, tu vas avoir un 9 ou 2 peut-être. Donc en fait, ton point d'équilibre, il augmente, quoi. Donc ton point d'équilibre, il augmente et et du coup, là où toi, tu vois une stagnation, peut-être si tu bosses là-dessus, tu vas pouvoir débloquer, te débloquer. Ok, intéressant. Super intéressant. J'ai d'autres questions sur la partie scaling, mais je vois que l'heure tourne. Ouais. Donc, t'as peut-être un dernier conseil ou un truc sur la partie scaling, justement, pour des gros comptes, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tu vois, des choses que... Processiser vos créas. C'est hyper important d'avoir un roulement créatif. Exemple, tu as plein de marques qui fonctionnent par batch avec leur agence. Et du coup, ils ont imagine, un batch début du mois et fin du mois, ou juste fin du mois, ou début du mois, ça dépend comment ton contrat. Bah, c'est pas très bon, parce que du coup, toi, en tant que PM, soit tu fais le choix de tout tester d'un coup, soit tu fais le choix d'échelonner et d'avoir, tu testes cette semaine ça, les parties. Mais dans les faits, il faut du volume. Du volume. Et du coup, là, je pense que le scaling, quand tu es une marque qui dépense sur Meta, vient forcément de tes assets créatifs. Et ensuite, tu vas débloquer tes plafonds en activant des éléments que tu pensais extérieurs à Meta, comme les mails, comme WhatsApp, comme le whitelisting. Bon, ça, c'est complètement intégré à Meta. Mais c'est comme ça que tu viens chercher ton incrémental et tu viens venir augmenter ton spend et augmenter ta rentabilité. Très clair. On a beaucoup parlé d'expansion marché tout à l'heure, j'ai prévu de le faire plus tard, mais c'est pas grave, c'est cool aussi, notamment sur comment la checklist avant de lancer un marché, comment tu identifies que le marché fonctionne avant de scaler. J'ai juste une petite question moi qui me vient, c'est en amont, comment est-ce que tu priorises les pays sur lesquels tu vas ouvrir, comment tu les identifies, est-ce que c'est une question que beaucoup de marques se posent en disant ok, j'aimerais bien ouvrir l'international. Dans ton process de réflexion, dans votre process de réflexion avec le client, c'est quoi le... Nous, c'est d'ouvrir le plus de marchés possible. Okay. Il n'y a pas forcément de sujet sur la sélection. Tiens, on pense que l'Espagne c'est bien, on envoie une créa en espagnol et on regarde comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui te fait te dire on pense que l'Espagne c'est bien? C'est genre juste une taille de marché, on va voir si ça marche? Exactement. Ce que fait beaucoup le client, c'est il regarde les concurrents, comment ils fonctionnent, s'ils sont en phase de scaling sur le marché espagnol. Ouais. Espagnol ou français. Je prends espagnol comme référence, mais c'est peut-être n'importe quel marché. Il regarde un peu l'état du marché. Est-ce que le marché est gangréné par ce produit-là? Est-ce que s'il y a 2-3 marques, imaginons, est-ce qu'elles envoient beaucoup de créa? S'il y a beaucoup de créa, est-ce qu'elles ont tourné depuis longtemps? Et ça, le meilleur outil pour savoir si tu peux externaliser, c'est ton librairie Facebook. Tu regardes tes concurrents dans les pays, pardon. Tu regardes. Après, tu peux avoir des outils comme Minea, comme TrendTrack, comme tous ces outils-là, qui vont te donner un spend théorique avec sur la librairie, tu as le nombre d'impressions. Tu mets un CPM théorique, tu as le spend de la créa. Donc, tu mets le CPM de ton marché, donc de ton compte, tu regardes ton concurrent et tu regardes quels sont les créas qui tournent le plus. Tu regardes si ton marché tourne bien sur Meta. Donc pour voir si ton marché tourne bien sur Meta, ce que tu peux faire, tu prends les 3-4 plus gros concurrents et tu essayes d'avoir les courbes d'ad active dans le temps. Et comme ça, tu peux voir aussi la saisonnalité de ton marché en faisant ça. Donc tu as quand même une petite étude initiale. Tu as une petite étude initiale. Avant de te dire je lance des tests. Ça. Ok, intéressant. Et qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Faut pas y aller tête baissée, évidemment. Avant tout, si tu reprends dans l'ordre, tu regardes les indicateurs que tu as à ta disposition, parce que là, la librairie Facebook, c'est gratuit. Donc, mais en vrai de vrai, je conseille d'aller vers des outils qui te le qui te le simplifient. De benchmark, quoi. Exactement. De veille, ouais. C'est ça. J'ai cité Minea et TrendTrack, vous pouvez aller dessus, ça marche plutôt bien. Derrière, vous faites votre benchmark, il faut regarder où est-ce que vous en êtes. Si vous avez les indicateurs de OK, niveau saisonnalité, on est bon.
Niveau CPM, niveau activité des concurrents, on est bon. Attention à, si vous n'avez pas de concurrents, c'est pas forcément bon signe. Ça se teste. Enfin, en vrai de vrai. Et après, vous testez quoi ça voilà, le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne, c'est de spend un petit peu et de regarder et de faire ces tests. Si on parle rapidement de la structuration des arbitrages, vous êtes monté en puissance quand même assez rapidement, en quelques semaines. Tu disais, c'était passé de 500 à 5000, 400 à 5000 en quelques jours. De spend par jour, là tu tournes à 20 sur le marché français. C'est ça. Comment vous êtes organisé côté équipe? Quand je dis vous, c'est toi, donc Rhodes en interne, mais aussi avec l'équipe créa, avec le client, parce que quand tu passes à ce niveau d'échelle, tu peux souvent te prendre plein de bâtons dans les roues, t'es pas prêt à industrialiser, donc t'as rupture de stock, enfin, bref, plein de sujets. Quels sont un peu les 2-3 points un peu clés sur lesquels vous avez plutôt bien géré justement cette industrialisation? Au niveau déjà au niveau média, faut être disponible, quoi. C'est-à-dire que à ces niveaux-là de dépenses, faut quand même surveiller le week-end, sachant que c'est les meilleurs jours. Donc et même tu peux avoir des problèmes de spend, donc faut surveiller au jour le jour. Moi je parle à la guerre tous les jours, quoi. Donc faut être assidu aussi. Quand tu sais que dans la semaine tu as un pic de vente, nous c'est le week-end par exemple, la meilleure journée théorique qu'on a, c'est le dimanche. Donc, sachant ça, il faudrait que tes ads passent en scaling ou à une étape supérieure avant le dimanche. Donc du coup, moi en média, j'envoie mes créas généralement entre le mardi et le jeudi. Je me suis organisé pour faire des gros batchs de sessions d'upload pour pouvoir avoir quelques jours de spend. Le vendredi, pouvoir analyser, couper tout ce qui est pas rentable et tout ce qui est en dehors des KPI qu'on a mentionnés avant. Et après, je les passe en scaling, ça c'est sur la semaine. Aussi, moi en média, ce que j'ai, c'est la relation avec tous les partenaires. Que ça soit mail, whitelisting, que ça soit tout ce qui est WhatsApp également. Donc ça, c'est plus au jour le jour. Et après, sur la créa, là, ça, je pense que ça pourrait faire un podcast entier sur comment organiser de l'industrialisation de créative, on va dire. Ouais, parce que pour sortir... c'est combien de créa par mois que vous sortez, que vous produisez? C'était 750 le mois dernier. Ah oui. Plus de 700, j'ai plus le chiffre exact. Et c'est quoi un peu l'orga, le rythme, si tu devais donner, tu vois, sans rentrer dans le détail, mais tu vois, un peu un process type que tu recommandes pour ce volume de spend à quelqu'un? Est-ce que tu as genre un batch par semaine? Au départ, on fonctionnait en batch. T'as la réalité de facturation, ça c'est très bien pour suivre la facturation, mais t'as la réalité du terrain. Tu peux pas fonctionner par batch sur ce niveau-là de spend, tu dois avoir des créas. Donc en fait, et ça va générer des blocages aussi, si tu as besoin de créa et qu'on te dit j'aimerais bien avoir ces itérations-là, 5 itérations de celle-ci, 3 itérations de celle-là, etc. Et que tu as des blocages de facturation. Genre, c'est bon, t'as atteint ton batch, faut attendre le mois prochain, par exemple. Genre, ça, faut tout de suite lever les objections parce que faut que ça soit fluide. Donc, dans un premier temps, la première recommandation que moi je ferais à un grand spender sur Meta, c'est processise ta créative et vois avec tes agences créa ou tes équipes en interne comment tu peux produire en tester des nouveaux concepts, tes nouveaux concepts derrière les itérer et faire des itérations si besoin. Donc, un nouveau concept, c'est 3 variantes, on va dire. Ensuite, la variante qui prend, tu peux l'itérer 3 fois dans les trucs, dans les éléments, et ensuite tu peux réitérer, mais aller à ce niveau-là de détail, c'est pas ça qui va te faire aller à des spends immenses selon moi, parce que tu peux avoir 5 créas qui sont au niveau 2 d'itération et puis ça le ferait, quoi. Okay. Donc la reco principale, c'est processiser et lever les objections sur le fait d'avoir énormément de créas. Donc aujourd'hui, c'est toi, tu reçois, et toi et le client, vous recevez des nouvelles créas
plusieurs fois par semaine en gros. C'est ça. Ouais. Au compte-gouttes, moi, tous les jours, j'ai un message ou une conversation avec les personnes qui produisent les créas, déjà ceux qui les pensent et ceux qui les produisent, pour savoir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui arrive, comment moi je m'organise aussi dans les budgets que j'alloue. Parce que je vais pas augmenter à 5 000 $ si j'ai pas de roulement créatif qui arrive dans la semaine d'après, quoi. Et derrière, ça aurait été impossible pour toi de fonctionner en batch. Genre une livraison par semaine, pas gérable. À ce niveau-là de spend, ça dépend de ce que tu livres. Si c'est un Kangoo ou un 36 tonnes qui me livre, tu vois. Tu vois, si tu me livres 300 créas, je peux m'organiser. Mais si tu me livres 20 créas, ça va être possible. Un Kangoo, un 36 tonnes, j'adore. Donc, faut que ça soit mis en corrélation avec les besoins du compte. Et déjà, c'est quand même rare les comptes avec aussi peu d'ad active qui dépensent autant. Ouais. En ad active, on doit être à 400-500. Bon, remarque, ça augmente de... Je dis ça, demain on va être normalement à 600 parce que j'en ai mis 100 ce matin, tu vois, donc c'est un peu... Et en plus, t'as un truc de plus... Donc déjà, si tu maintiens ce niveau de spend, il faut que tu maintiennes le niveau de créa. Dans tous les cas, la production, elle va pas diminuer parce qu'il faut... T'as la fatigue, donc il faut renouveler. Et si tu as de nouveaux marchés. Et après, voilà, si tu veux développer, là, faut aller chercher plus de créa. Et t'as moyen qu'un nouveau marché ne soit pas aussi énergivore que le premier. Tu peux prendre pour ton marché principal comme marché pilote et ce que tu testes sur ton marché principal, le décliner sur les nouveaux marchés. Ça marche un temps parce que si les marchés que tu as ouverts vont être plus gros que le tien, imagine que tu vas de la France vers l'Angleterre ou de la France vers les États-Unis, il y a fort à prouver que si tu as du succès, ça va devenir plus gros que ton marché. Donc au départ, c'est moins énergivore et il faut capitaliser dessus, sur tes données, ce que tu as toi dans ta base. Et une fois que tu vois que il y a un bouleversement, un renversement, que le marché sur lequel tu as lancé devient plus important que ton marché d'origine, là, tu inverses. Tu mets l'effort sur ce nouveau marché-là et tu réduis un peu tes efforts, on va dire, sur le marché existant, tout en gardant, bien évidemment, ce que tu faisais. Mais attention, il faut bien prendre en compte tous les indicateurs et c'est uniquement si c'est un plus gros marché. Si tu vas de la France vers la Belgique, par exemple, là, tu n'as pas à complètement industrialiser une équipe pour uniquement la Belgique. J'aime bien dire overkill, quoi. Tu mets trop de ressources versus ce qui est nécessaire. Par contre, si tu vas de la France vers les États-Unis, que les États-Unis prennent plus de place, alors là, tu as intérêt à prendre des gens qui sont natifs de là-bas et faire tes propres traductions, enfin vraiment industrialiser le pays, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé de vélocité, d'ailleurs. Enfin, c'est pas le mot exact que tu as utilisé, mais tu as parlé notamment de la vitesse qu'il faut avoir en tant que média buyer. Enfin, la vitesse dans la prise de décision. Et en réalité, c'est assez intéressant parce que quand tu dépenses ce niveau de budget, 20 000 $ par jour, je crois que c'est à peu près ça. 20 000 $ par jour, si tu laisses tourner un week-end, tu as 40 000 $ qui sont potentiellement dépensés sur une mauvaise créa. Ça, c'est un point qui est, à ton sens, central, qui est, tu le rancrais où, tu vois, ça reste primordial. C'est là où est ma valeur ajoutée, c'est que je suis quasiment tout le temps sur le compte, donc je sais ce qui se passe. Moi, l'élément que je dois identifier le plus rapidement, c'est les faux positifs. Une créa qui passe en testing, super, tu la mets en scaling et elle prend pas aussi bien, c'est d'identifier tout de suite, ok, elle a pris le spend et elle a 1 de ROS ou même parfois 0,5 ou 0,4. C'est d'identifier ça parce que parfois l'algo préfère les indicateurs du site Facebook, qui sont hors site, en dehors du site, ou du coup qui sont dans la plateforme Meta. Et parfois tu peux avoir une créa qui du coup est hyper opti pour les plateformes Meta qui remplissent tous leurs critères de sélection, mais par contre qui n'est pas bon toi sur ton site. Donc
faut identifier ça rapidement et il faut absolument couper parce que si elle prend le spend un jour, 2 jours, 3 jours, généralement ça va pas aussi vite que ça. Moi j'ai jamais eu le cas dans une campagne à $10,000 par jour où je mets une créa et le lendemain il a 8 000. J'ai jamais eu ce cas-là. Heureusement. Mais ça peut rapidement être embêtant si tu as une grosse quantité de créa dans ton groupe d'annonces, de voir par-ci, par-là, des $300 qui sont investis dans une créa qui ne fonctionne pas à 500, 600, 1000. Donc ça, il faut le voir, il faut le couper le plus rapidement possible. Et ça, c'est ta capacité à être à l'affût et surtout à ce niveau-là, de mettre des règles, des notifications. Moi, c'est mon prochain gros sujet du travail. Ça va être si une créa a dépensé $500, de regarder son revenu associé, son ROS, quoi. Mais ROS, toujours versus le montant investi, sur une plage de date des 2 derniers jours, imaginons. Et comme ça, moi, je peux être directement alerté. Et de manière générale, quand tu fais tes passages en scaling, tu les fais pas avant de te coucher. Parce que tu as un principe qui s'appelle le fuseau horaire. Donc si tu le mets avant de te coucher et que ça devient le jour dans le marché que tu cibles, pendant que tu dors, elle peut déjà avoir dépensé $800. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc tu t'organises de fonction à ce que tu sois toujours pas très loin au moment où il faut potentiellement shutdown une créa. Généralement, au départ, j'étais vraiment très assidu. Je passais mes scaling le matin pour voir comment ça faisait dans la journée. Maintenant, j'essaye de regarder toutes les 6 heures. Ouais, j'allais dire, c'est quoi ta fréquence tu check moi, je fais pas j'envoie pas tous les jours des clients dans la scaling ou à des niveaux supérieurs. Donc, je l'essaye de les faire à des moments où je suis dispo. Comme ça, moi, je peux regarder si ça prend le spend ou pas. Et si ça prend le spend, qu'il faudra que ça prenne bien, qu'il y ait des bons résultats, quoi. Et c'est intéressant, du coup, t'es presque plus dans une logique de tu cherches pas des winners, c'est plus tu cherches à cutter tout ce qui n'est pas un winner, en fait. Genre, tu cherches à éliminer plus qu'à garder, c'est ça? Imagine dans le cas où tu spends $20,000 par jour, si tu as, on va dire, 150 créas dans ta testing, tu as $4,500 qui dorment. Donc, faut faire le ménage rapidement et couper tout ce qui pue et tout ce qui bon, je sais plus, tu vois, si on l'a dit avant ou après la pause, le sujet de garder les créas quand même qui sont pas forcément les plus rentables mais qui apportent une bonne qualité de trafic dans son CTR ou le CTR CPC qui sont associés et son coût par ajout au panier. Parce que c'est ce qui peut, si elle est dans un groupe d'annonces avec plein d'autres créas, derrière tu peux avoir du retargeting qui est fait automatiquement. Donc c'est presque du day trading finalement. C'est complètement du day trading. Moi, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que je sais à 8 heures si on fait une bonne ou une mauvaise journée. 8 heures du matin ? Du matin. Ok. 9 heures plutôt. Parce que mes meilleurs horaires où je fais du chiffre, c'est 6, 7, 7, 8, 8, 9. Du mat ? Du mat. Ok. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que toutes mes créas, moi, je les fais partir à 5 heures du matin, je crois, ou 6 heures, pour le lendemain en schedule, en programmé. Et donc le matin, moi, je peux déjà faire des actions sur mon spend. Si ça part bien, je peux augmenter mon spend. Ça, c'est ce que je fais. Ça va être le cas d'ailleurs sur la fin d'année. C'est ce qu'on appelle le surf scaling. C'est un concept assez nouveau. C'est-à-dire J'allais dire, du coup, tout ça s'était venu à force de connaître le compte. C'est que tu t'identifies que ça marche bien à telle période et du coup, tu t'organises de fonction à être le plus optimal sur ton temps de gestion par rapport à... Ouais, c'est ça. Tu peux tout de suite voir qu'il y a un truc qui cloche. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est quand tu as une mauvaise journée, l'algo réagit extrêmement bien. Il dépense moins que ce que je lui donne en opportunité de dépense, on va dire. Imagine, je lui donne $10,000 journalier sur une campagne. Parfois, il dépense moins, parfois, il dépense plus. Donc moi,
mon étape jusqu'à ce qu'on trouve cette limite de spend en France, c'était de jouer sur les meilleures journées. C'est ça le surf scaling, s'il te plaît? Le surf scaling, alors tu peux le faire quand ça part bien et augmenter le spend. T'accompagnes en gros les mouvements, quoi. C'est ça. À la journée, tu peux le faire à l'heure aussi. Mais le faire à l'heure, ça demande des outils analytics. Tu sais que la donnée a un temps pour remonter et ça doit être fait extrêmement rapidement. Sinon, si tu fais ta prise de décision sur une donnée qui n'est pas encore remontée, t'as du lag et ça. Voilà. Okay. Donc moi c'est du low surf trading, surf scaling pardon que je fais. Si on fait un peu la rétrospective, c'est quoi la chose, s'il y en a une, qui a vraiment fait la différence dans ce scaling assez fou? C'est je pense tous les process qu'on a mis en créa, parce que moi en fait ça me permet de jouer avec. Donc il y a 2 sujets sur c'est juste le process de créa, parce que moi j'ai énormément de matière du coup, et avec cette matière moi je peux faire énormément de choses, mais sans ça je peux juste aller faire comme les PM classiques qu'on peut de créa, à savoir aller tester des audiences, donner des recos sur le site, des éléments comme ça pour avoir faire des éléments sur le taux de conversion ou des trucs comme ça, mais comme j'ai énormément de créa, moi j'ai pas ce sujet là. Pour moi c'est ok, j'ai plein de créa, j'ai énormément de bandes entrantes. Maintenant, c'est de faire en sorte que je puisse avoir, en sortant les meilleurs créas dans ma scaling, d'avoir le meilleur whitelisting possible. Donc, le seul élément avec lequel tu peux faire ça, c'est tes process de créa. Voilà. Parce que du coup, cette marque est optimisée sur taux de conversion. Voilà, parce qu'il y a aussi un élément qui est à savoir, c'est que c'est une marque qui est suroptimisée. Elle connaît ses coûts sur le bout des doigts, elle connaît ses coûts fournisseurs sur le bout des doigts, elle n'a pas de rupture de stock vu qu'elle est en relation directe avec une usine. Quand je parle de relation directe, c'est associé avec une usine quasiment. Donc c'est aussi un élément de jouer sur ta logistique et ta capacité à délivrer un nombre de commandes journalières qui est immense. Parce que là, on est à plus de 1000 commandes journalières. Donc, ce qui ne te limite pas dans ton scale. Ce qui ne te limite pas dans toi, tes dépenses, et toi, tu n'es pas là à relancer sur est-ce que le stock est bon ou des éléments comme ça. Est-ce que tu identifies une erreur que tu as faite, que tu aurais pu éviter, ou un truc que tu referais différemment, même si les chiffres sont plutôt bons? Tu as plein d'éléments que tu referais différemment. Moi, j'ai forcément fait des erreurs à l'intérieur. Alors, t'en as que tu as identifié, mais t'en as que tu vas identifier plus tard, forcément. Donc, moi, notamment, si tu laisses passer une créa, tu vois. Moi, je suis sûr que si tu regardes le compte, il y a tellement de créa que tu vas en voir une qui a $500 de spend et qu'elle n'a pas été si rentable que ça. C'est obligatoire. Donc, moi, là où j'ai du coup énormément progressé, c'est avoir un bon filet de pêche. Tu vois, pour récupérer un maximum de, il n'y a pas de poisson, mais ou du moins c'est complètement l'inverse en fait, d'avoir un mauvais filet de pêche, de laisser passer, j'arrive pas à parler. Enfin, je veux pas faire de métaphore, l'élément clé pour moi a été de couper le plus rapidement tout ce qui ne fonctionnait pas, d'être très bon sur les recommandations des partenaires, de passer très rapidement à une phase supérieure les éléments qui fonctionnaient, ne pas avoir d'a priori. Ça, c'est-à-dire que LinkedIn n'est bien que sur LinkedIn. Dans la réalité, moi, j'ai scalé le compte d'une manière qui a été dit sur LinkedIn, d'une manière qui n'a pas été dit sur LinkedIn. C'est la data qui parle, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, t'as une idée, vas-y, fais, go. Donc, ce qui demande aussi d'un côté client à être assez... eux, ils sont... c'est des convertis, tu vois. Donc, ils sont dans... eux, ils ont déjà eu les mains dans le cambouis. C'est, je crois, une des premières fois qu'ils délèguent. Donc, quand moi, je viens de leur voir et je leur dis, j'ai cette idée-là, maintenant, je le dis même plus, tu vois. C'est, tiens, j'ai eu cette idée-là, regardez les résultats, c'est intéressant, et du coup, on a des stratégies qui vont s'y adosser. Donc, la croissance, et c'est un élément, je pense que la croissance ne passe aussi par donner de la liberté aux gens qui gèrent les comptes. Parce que tu vois beaucoup de marques qui sont beau, à l'euro près sur leur compte.
Alors que dans la réalité, si tu es à l'euro près, dans la suroptimisation, bah, tu peux moins scaler. Oui, ta profitabilité derrière, elle est peut-être meilleure, mais tu vas moins aller fort. Et là, on n'a pas du tout abordé le sujet de la LTV. Mais nous, on est une agence d'acquisition. Donc, nous, on fait de l'acquisition de clients. Donc, derrière, c'est bosser sa LTV aussi. Ouais. C'est quoi la suite pour cette marque ? Les prochains grands jalons dans les grands jalons. La suite, c'est de faire x5 sur le spend daily. Passer de 20 à 100. Exactement. Ça, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on a un objectif, alors si je dis pas de bêtises, c'est de faire plus de 41 jours d'affilée à 100K de spend. C'est hyper précis. Et c'est le record du client. 100K day, ça fait du coup... Ça fait 230 en journalier en chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires. Okay. Donc ça, ce serait un bel objectif. Ça fait quasiment 7 millions par mois, quoi. Ouais. Solide. 220, ouais, c'est ça. Ouais. 230 x 3. Et encore, je pense, quand je regarde le chiffre mensuel, je me dis qu'on peut aller plus loin. Genre, sur novembre-décembre, je pense qu'on peut faire 20. Donc ça fait combien de profit, ça ? Beaucoup. Beaucoup. Ça fait, on a 50%, mon objectif est à 50% de POS. Le calcul sur 100K de spend, ça fait 50 000 de profit par jour, du coup. Belle valo à l'année. C'est solide. 1,5 million par mois. Très très solide. Est-ce que tu as une marque que tu trouves inspirante aujourd'hui sur Meta ? Pas dont on a parlé aujourd'hui, mais une marque que tu regardes, toi, que tu benchmarks, qui t'aide dans tes... Moi, j'aime beaucoup Fincut. J'aime beaucoup Wopilo, forcément. Après, les classiques Boku, qui font énormément de choses en paid. J'aime beaucoup des clients qui sont chez nous, comme The Smileys, qui sont bien gérés, qui font des belles choses. Après, à citer des clients chez nous, je vais me mettre à dos certains collègues parce que du coup, je vais pas les citer. Donc, j'aurais pas dû le faire. J'aimerais aussi dire, tout le monde dit les US, ils ont 5 ans d'avance sur nous. Parfois, c'est pas forcément vrai. Ça, c'était avant Rhodes. Et on espère. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas forcément tant d'avance que ça parce que nous on le voit, les US ils sont bons à faire du contenu en vrai, et j'ai l'impression que nous on est bons à exécuter leur contenu, mais eux ils sont moins bons à faire de leur contenu, tu vois. Donc dans la veille, faire beaucoup de veille, et la veille d'ad library surtout, parce que ça vous dit, et surtout il y a un élément qui est biaisé dans la veille de marque, c'est que tu peux pas forcément identifier ce que font les marques en whitelisting. Pourtant, ça va devenir un des éléments clés du paid, je pense, tu vois, sur le Q4. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué de surveiller ces marques-là. On sait pas ce qu'ils font trop en whitelisting, parce que tu sais, c'est pas les mêmes ad library. Oui. Donc, tu voilà. peux t'en sortir en tapant les mots-clés et en essayant de faire les patchs, mais c'est un peu chiant, je pense. Faudrait créer un tool sur ça. C'est ongoing. Sur la to-do. Écoute, super clair. On a fait le tour, je pense. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter si on veut te parler ? Sur LinkedIn directement. Et je serai apte à répondre à n'importe quelle de vos questions. Mathieu Malige. Mathieu, un T. Un H. Un H. Parce que J'ai déjà vu un Mathieu sans H, et à chaque fois on se trompe avec Mathieu avec 2 T. Ça, du coup, je précise maintenant. Est-ce qu'on peut avoir 2 H dans la suite ? Ce n'est pas possible. Et Malige, M-A-L-I-G-E. Exact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter ou à les poser en commentaire. Il faut mettre Meta en commentaire. Et j'enverrai un doc. Vous obtiendrez le magnète. J'enverrai un doc. Mathieu, merci beaucoup pour cet épisode très riche qui a duré longtemps, mais qui a été extrêmement fourni en informations. On allait dans le détail, on a parlé plein de sujets. J'espère que pour les personnes qui nous ont écoutés, c'était complet, c'était concret, c'était utile, c'était technique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode aussi technique. Mais ça fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a ramené 1 ou 2 ans en arrière. Donc petite Madeleine de Proust. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation. Et puis du coup, je te souhaite bon courage pour la suite avec ce client et je te dis à très vite. Et j'ai un petit mot pour la fin.
Si tu veux, vas-y. Je vais refaire la même. C'est la deuxième fois qu'on tourne, donc je vais refaire la même. J'espère juste avoir délivré de la valeur pour nos auditeurs et nos auditrices. Et si je sais que parfois je suis un peu trop technique ou trop précis, s'il y a des points à éclaircir, vous avez le moyen de contact qui a été évoqué précédemment et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Jamais trop technique, Mathieu. Merci beaucoup. Bonne journée, à très vite. Ciao. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.